salut tout le monde! Hey, j'étais aujourd'hui avec Amélie Riendo. Ça faisait un petit bout que je voulais que tu viennes au studio, en fait. On se connaît quand même depuis un certain temps. On a eu l'occasion déjà aussi de travailler ensemble. Puis je me suis dit, gars, je veux juste qu'on fasse un podcast sans préparation. Puis je tiens à le dire que quand j'ai parti le studio de podcast, puis j'ai commencé à faire des épisodes moi-même, j'avais pas de ligne directrice en tant que telle sur exactement qui que je voulais inviter. Puis plus que ça va, plus que je trouve ça intéressant, puis que ça commence à se nicher. Ouais. Puis en fait, au début, c'est ça. C'est que j'avais beaucoup de vidéastes, photographes que je voulais venir. Puis notre axe de communication dans notre nouvelle année pour l'agence, c'est qu'on commence beaucoup à s'enligner vers une agence marketing. Tu sais, je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tu sais, on parle de qualité, on parle de quantité sur le web. Puis je me suis dit, Amé, t'es une experte là-dedans avec ta compagnie, principalement en coaching pour les femmes. Ouais. Puis avant qu'on aide nécessairement dans ton core business, j'aimerais ça qu'on revienne un peu à toi au départ. Ouais. Pour mettre en contexte, Amé, on s'est rencontrés sur un projet corpo. C'était quoi déjà? Je pense qu'à ce moment-là, j'étais dans une émission de sport avec Christo. Ouais. Puis, je suis dans Christo. Christopher Leduc. On avait fait un projet pour la TV, dans le fond, qui était genre un mini-documentaire sur les sports d'hiver. Genre. Ouais, c'est vrai. Puis t'étais animatrice. Puis j'étais animatrice. OK. Pourquoi? Je le sais pas. Je pense qu'à ce moment-là, vu que j'étais entraîneur, ça faisait du sens que je parle de sport. Ouais. Puis à cause que j'ai toujours eu de la facilité devant la caméra, Christo m'avait dit « Hey, t'as-tu comme une couple d'heures par semaine pour faire ce TV show-là? » Ouais. J'ai fait « OK. » Puis là, on s'était rencontrés là parce que toi, tu filmais dans le fond pour ce projet-là. Exact. J'avais été caméraman à la pige. C'est le même aussi. On a comme tout développé un peu nos compétences, nos intérêts dans cette période-là. Tu sais, on recule. C'est quoi, 2019, 2008? Ah ouais, 2018 à peu près. Ouais. Environ. C'est comme juste avant, en fait, la pandémie puis tout. Puis après ça, ben un an ou deux après, ça commençait à arriver. Mais ouais, c'est vrai. Ça fait un bail, là. Oh my God, c'est un throwback, là. Ben, écoute, tant qu'à parler de throwback, on va le faire pour de vrai. Parce que je te connais un petit peu, mais je connais pas tant ton background que ça. OK. Fait mais on peut en parler. Ouais. Ben, c'est ça. Avant qu'on parle de ta business, on va revenir sur qui t'es, d'où est-ce que tu viens. OK. T'étudies en quoi? Vas-y, parle-moi de ton... J'aime pas ça m'éterniser sur mon histoire, mon parcours. OK. Fait que je vais essayer de faire ça en chapitre short and sweet. Fait que parfait. Chapitre 1, Amélie est adolescente, elle cherche, elle fait de l'anxiété, fait qu'elle se met à danser pour se retrouver, puis elle a une passion. Fait que là, moi, je tripe sur la danse, ça devient le centre de mon univers, puis ça me permet d'extérioriser mon anxiété. Fait que ça, c'est vraiment un des éléments qui a fait que je me suis retrouvée, puis qui a fait que j'ai extériorisé mon anxiété. Arrive un peu plus tard au secondaire, je fais un choix de m'en aller à l'université, d'étudier en intervention sportive. Mais pour me rendre là, j'ai des années à faire au cégep. Fait que j'étudie en danse au cégep, en même temps que de faire des études complémentaires en sciences humaines. Fait que là, je décide d'aller dans l'intervention avec les jeunes pour les développer dans leur sport parce que moi, je me suis réalisée dans mon sport. Fait que là, commence ce cheminement-là, chapitre 2, pour finalement avoir un crisis existentiel de dire « Hey, mais moi, j'ai pas été jusqu'au bout de mon rêve de danser professionnellement. » Fait que là, je fais comme pause à mes études universitaires. Je m'en vais étudier en danse professionnellement pendant 1 an. Puis je réalise mon rêve. Genre, je suis sur une scène et là, ça s'appelle chapitre 3. Je réalise mon rêve et je me rends compte que je me sens vide. Comme je suis sur une scène, je réalise mon rêve, je fais exactement ce que je voulais faire, mais je sens que j'aide personne. Je sens que c'est selfish, genre de danser professionnellement. Je sens que ça tourne tout autour de moi, puis comme j'apporte rien à personne autre que « Ah, t'étais donc bien bonne! » Tu sais? Mais je peux-tu te challenger là-dessus? Parce que je trouve ça intéressant. J'avais jamais vu ça peut-être de même. Tu dis « Ah, j'apportais rien. » Je pense que tu avais ce désir-là de vouloir avoir un peu plus d'impact. Dans le sens, des fois, j'ai envie de dire, tu sais, dans le divertissement, t'apportes une douceur aussi. Tu sais, je veux dire, je pense que les gens ont besoin de divertissement. Là, tu sais, je veux dire, au même titre qu'un performeur de scène dit, j'ai l'impression que je contribue peut-être pas, exemple, directement. Ben, au final, en divertissant les gens, tu adoucis peut-être l'anxiété des autres. Fait que peut-être qu'à travers la danse, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. À 100%, puis je sentais que c'était pas mon calling à moi. Je sentais que c'était pas ce que moi, je voulais faire de ma vie, mettons. Je sentais que oui, ça faisait du bien aux gens.
mais ça me remplissait pas autant que je pensais que ça allait me remplir. Ah, c'est intéressant. J'ai fait comme, OK, non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça que je veux faire. Je veux retourner à mes études professionnelles en intervention sportive. Fait que je retourne à mon bac. Puis, je me dis, je vais aider les gens plus concrètement dans leur transformation physique parce que moi, j'ai suivi des études en danse. Moi, j'ai tout le background athlétique, plus j'étudie là-dedans. Fait que je vais aider les gens concrètement à se remettre en forme. Puis, je vais voir un impact chez les gens. Puis, je vais voir une transformation. Puis, c'est ce que je savais faire. Fait que chapitre 4, je lance ma business et je retourne aux études. Mais là, 1 an après m'être lancée, dans mon entreprise, j'ai assez de succès pour me dire, ben si je faisais ça temps plein, je gagnerais ma vie tout de suite. J'ai pas besoin de finir mon bac, dans le fond. Fait que je laisse mon bac, puis je me lance full-time dans ma business d'entraîneur, puis je me donne 1 an pour en revivre complètement. Puis c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, puis que j'ai accepté une couple de projets qui étaient pas nécessairement dans mon core de ce que je faisais, justement pour ouvrir des portes puis tester des affaires. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis lancée comme entraîneur personnel full-time. Ouais. Puis j'ai fait ça pendant 2 ans jusqu'à temps que j'aille des demandes pour mentorer des gens à faire comme moi j'ai fait, à lancer mon entreprise en ligne puis faire ça full-time. Ouais. Jusqu'à temps que je vois la demande puis que je fasse OK, je veux vraiment aller shifter là, je veux vraiment voir le potentiel. Et là, chapitre 5, je suis devenue coach business en ligne pour les femmes. En fait, c'est parti vraiment juste de je voyais une demande, puis les gens, je voyais des résultats parce que je le faisais en one-on-one au début. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose, je veux vraiment faire quelque chose avec ça. Puis j'ai lancé mon accompagnement au début de la pandémie, comme c'était prévu avant que la pandémie arrive, mais là, la pandémie est arrivée, puis j'ai juste surfé sur une vague de chance et de timing incroyable, puis de travail fort, là, aussi, de dur travail, mais c'est ça. Fait que, ouais. Mais c'est intéressant parce que moi, je me rappelle, tu sais, quand tu me parles de quand tu avais parti ta première comme business, j'avais déjà quand même filmé avec toi certaines capsules, puis au moment donné, tu m'es arrivé, tu as fait comme... Je shift, j'ai un nouveau modèle d'affaires, puis là, après ça, ben, probablement qu'après ce temps-là, c'est là que tu es parti ta business en coaching, mais je trouve ça le fun parce qu'au final, l'essence même d'une business, c'est de résoudre un problème, tu sais. Ouais. Je veux dire, on en parle souvent dans les affaires, mais c'est un concept que je pense c'est pas tous les entrepreneurs qui catchent. Ce que je veux dire par là, c'est que... exemple, moi, quand j'ai parti ma business en vidéo, tu sais, j'aime les choses de qualité. J'ai navigué pour être très broad, dans le sens que, tu sais, offrir beaucoup de services, être très large. Mais là, exemple, si on ramène ça un peu en parallèle avec ton entreprise actuelle, c'est que t'es comme coach pour les femmes d'affaires accomplies, OK? Ouais. T'es très niché. Tu sais, exemple, en tant que tel, je suis pas ta clientèle cible. Non, absolument pas. Fait que je veux qu'on aille un petit peu là-dedans sur pourquoi tu t'es enligné vers cette espèce de niche-là qui est très, très, très précise, parce que je m'excuse, des fois, je suis pas bon tout le temps pour m'exprimer, mais je fais faire mon possible. Ouais, t'es parfait. OK, merci. J'ai besoin de te rassurer. Merci. Parfait. Amélie Riendo approve. Je t'ai suivi, là. Ouais, OK, parfait. Non, mais l'idée, c'est que... où est-ce que j'en étais? Bon, on parle de ta niche en tant que telle par rapport aux femmes. Puis là, tu t'es dit, OK, je passe d'être une... c'est quoi que tu avais fait avant d'être coach? Tu disais c'est entraîneur personnel. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, est-ce que c'est parce qu'il y avait moins de demandes là-dedans ou tu t'es juste dit, je pense que le besoin est beaucoup plus grand en coaching qu'en entraînement? Je voyais, puis tu l'as super bien ciblé, en entraînement qu'il y avait une demande, puis elle était encore grandissante en ligne. On parle de là avant la pandémie, donc avant que tous les entraîneurs switchent vers un modèle en ligne. Fait que j'avais encore du potentiel d'expandre là. Mais je voyais mes clientes en entraînement me dire à moi comment tu fais parce que j'aimerais faire qu'est-ce que tu fais. Fait que je me disais, OK, si elle se le demande, ça veut dire que d'autres personnes se le demandent. Puis aussi, une autre chose que j'ai pas mentionnée, mais je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de stimulation psychologique comme intellectuelle. J'ai vraiment besoin de challenge puis de défis. Même si des fois, je chiale que j'en ai beaucoup, j'aime quand même ça. Fait que je sentais qu'avec l'entraînement... je te file. Ouais, je sais. Ça m'est arrivé même récemment. C'est comme... Ouais. Je chialais parce que j'en avais comme beaucoup ses épaules en tant que tel, mais c'est comme, pourquoi t'arrêtes? Parce que j'ai pas envie. Non, c'est comme une histoire d'amour et de haine. Exact. Fait qu'à un moment donné, je sentais que j'avais fait le tour du sujet avec mes clientes en entraînement, puis j'avais l'impression que
je voulais parler de business. J'étais beaucoup plus passionnée par la business que l'entraînement, mettons. À ce moment-là de ma vie, j'étais comme vraiment passionnée par comprendre la business, comprendre le marketing. Tu sais, je pensais à ça 24/7 beaucoup plus que l'entraînement, l'optimisation. Puis tu sais, j'étais comme... Je me sentais pas alignée auprès de mes clientes de dire « Hey, je te coach par rapport à ton entraînement, mais tout ce à quoi je pense puis ce sur quoi je me forme, c'est juste la business, tu comprends? C'est juste ça que j'écoute, c'est juste ça que je parle, c'est juste ça que je veux entendre. À ce moment-là, j'avais pas de chum, mais j'étais comme, c'est sûr que mon chum est entrepreneur parce que comme à quantité de business que je parle, faut que cette personne-là me comprenne, faut qu'on ait des conversations stimulantes. Fait que tout ça était comme, OK, je réalise que dans la vie, j'ai besoin de beaucoup de stimulation intellectuelle, puis j'ai vraiment besoin de résoudre des problèmes, plein de variétés de problèmes. Puis la business, c'est littéralement comme une mine d'or de problèmes, là, comme c'est juste ça, des problèmes à résoudre. Ouais. Puis je peux pas dire que les problèmes de fitness sont pas importants ou il y en a pas, mais je sentais que j'étais pas stimulée intellectuellement à un point où est-ce que moi, je voulais résoudre ces problèmes-là. Fait qu'il y a eu une question d'intérêt pour moi, personnel, qui est vraiment purement genre selfish, de genre moi, j'étais intéressée par ça. Puis je sentais aussi que j'avais beaucoup à apporter dans une niche spécifique parce que j'avais des forces que d'autres femmes n'avaient pas. Fait que j'étais comme, OK, une combinaison d'intérêt puis de passion mélangée à je sens que je peux vraiment faire une grosse différence dans la vie des femmes qui veulent se lancer ou qui veulent croître, parce qu'au début, c'était pour se lancer, mais ça a vraiment été plus... Maintenant, je suis vraiment avec des clientes qui sont déjà lancées, qui ont déjà des clients, puis je les aide à croître leur entreprise. Mais ce qui manquait, puis tu l'as dit, pourquoi les femmes, pourquoi cette niche-là? C'est que les femmes sont très créatives, sont très intuitives, tu sais. Puis je l'avais depuis longtemps, j'étais en danse, c'est très intuitif la danse, c'est très créatif. Fait que je les comprenais d'être dans cette mentalité-là de dire, ben, je reste créative, j'ai peur d'être trop business parce que ça va nuire à ma créativité, ou j'ai peur de penser juste aux chiffres parce que ça va nuire à comme le service que je vais avoir avec mes clientes. Donc tout le côté plus... on va dire typiquement masculin de la business, les femmes avaient peur de ça ou étaient intimidées par ça ou se faisaient pas confiance dans ce rôle-là. Puis moi, à cause que je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu peur de ça, puis j'ai toujours eu une curiosité par rapport à ça. J'ai plongé là-dedans vraiment plus facilement, sans nécessairement avoir de crainte. Je me suis fait vraiment confiance, naïvement, là, je pense. Fait que j'étais comme, OK, mais tout ça, là, c'est des fondamentaux en business. Fait que si les femmes n'ont pas de succès en affaires, c'est parce qu'ils comprennent pas ces fondamentaux-là. C'est parce qu'ils utilisent juste leur créativité, leur intuition, leur empathie, leur capacité de connecter avec leur clientèle ou leur audience, qui est des forces là, qu'on a toutes besoin comme entrepreneurs, qui sont plus typiquement des forces féminines, mettons. Ouais. Mais imagine s'il y avait cette structure-là qui comprenait c'est quoi un modèle d'affaires profitable, qui comprenait leurs chiffres, qui comprenait c'est quoi un système marketing, puis un écosystème marketing qui fait du sens, qui comprenait l'importance de déléguer, l'importance de structurer son entreprise, mettre des processus en place, mettre des systèmes en place, mettre des automations en place. S'ils comprenaient tout ça, bien, ça serait tellement avantageux pour elles, puis elles réussiraient tellement plus que qu'est-ce qu'elles font en ce moment. Fait que je sentais que j'avais des forces, puis j'avais bien ciblé un besoin dans mon industrie, dans mon marché. Fait que j'étais comme, OK, ben ça va être ça ma niche, tu sais. Ça va être littéralement ce que je pensais qu'il y avait comme besoin, ce que je savais que je pouvais apporter différent, puis une sincère passion par rapport à ça, là, tu sais, que j'avais vraiment envie de parler de ça. Mais je pense que tu l'as tellement bien dit parce que je comprends à 100% ce que tu veux dire. Puis ça paraît dans la manière que tu l'exprimes aussi quand tu maîtrises quelque chose, que tu le sens que toi-même ça t'apporte de quoi, puis tu le sais que ça peut réellement aider les autres. J'ai l'impression que ça devient comme tellement naturel, puis c'est tellement facile de vendre ton service quand tu sais que dans le fond, t'as pas besoin de le vendre, tu fais juste aider réellement. Puis là, on dirait que t'as l'air d'être allumé à faire comme aïe, s'ils peuvent catcher que tout ce que ça m'apporte, ils peuvent faire la même chose que moi. Genre, tout le monde peut glow up là-dessus. Fait que t'es vraiment allé chercher quelque chose de précis par rapport à quelque chose que tu connais. Je pense que même psychologiquement, tu es capable de te mettre dans la peau d'une femme, d'être en mesure, avec ton background, de comprendre comment est-ce qu'ils se sentent. Fait que ça fait en sorte que tu deviens vraiment comme... pas un role model dans le fond par rapport à ceux qui en ont besoin puis qui font comme aïe, je résonne vraiment avec cette personne-là. Même chose pour moi, je pense qu'on a tous des gens qu'on suit parce que ces personnes-là nous aident à devenir un peu la meilleure version de nous-mêmes, tu sais. Mais c'est de trouver ces gens-là dans la vie, tu sais.
Ouais. Puis pour faire un mini parallèle avec ça, parce que tu sais, on parle des réseaux sociaux, tu sais, là, je veux faire, exemple, tu me connais en tant que vidéaste, en tant que caméraman, puis moi, j'ai vu un gros shift dans les dernières années marketingment aussi, parce que, veux pas, je pense que tu as dû aussi t'improviser, toi, vidéaste, monteuse et quoi de même. Ouais. Puis genre, je pense que t'aimes aussi, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux, je te connais un peu. Puis même moi, des fois, ça, à travers, des fois, les clients que j'ai eu avec le temps, ça m'a obligé aussi à repenser à mon modèle d'affaires parce que j'ai fait, oh wow, OK, j'aime les belles choses. J'aime les choses qui sont bien filmées avec des belles lumières. Puis j'ai vu que dans le marketing numérique, plus qu'on allait, il y avait aussi un gros besoin de quantité. Fait que des fois, il faut que tu saches être capable de doser quand est-ce qu'un contenu va être efficace tout en restant beau, à quel moment que tu t'en mets plus que pas assez. Puis j'ai commencé à développer après ça, avec les années, un fort intérêt pour comprendre la psychologie aussi du marketing derrière ça. Ouais. Parce que j'ai l'impression que toi, tu le coaches aussi énormément dans ton contenu. Puis, on peut-tu aller un peu dans cette direction-là par rapport à comment est-ce que tu aides concrètement tes clientes ou dans ton marché? Parce que, tu sais, je pense qu'on a un peu, on connaît des mêmes termes ou quoi que ce soit, mais dans ton marché, comment est-ce que tu aides ces gens-là ou ces femmes-là à se développer pour être présentes autant en ligne ou pour développer leur personal branding, tu sais? Bien, il y a plusieurs choses qui me montent en tête dans tout ce que tu as dit. La première étant que oui, j'ai dû m'adapter. Puis, c'est la même chose pour mes clientes. Fait que si je peux faire un lien, non, quand tu te lances en ligne, tu n'as pas de compétences de création, de montage, de script, de marketing, carrément, puis ni d'acteur ou de présentateur ou d'orateur. Tu n'as toutes pas ces skills-là, si tu ne l'as pas développé avant. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai fait du chant quand j'étais jeune, fait que j'ai eu des cours de diction, j'ai eu des cours de voix, j'ai fait du... Tu sais, comme j'ai été aussi sur la scène pour la danse, fait que ça m'a aidé, tu sais, d'être devant des caméras, ça a jamais été un enjeu pour moi, alors que pour d'autres, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas comme acquis. Fait que tu pars avec un paquet d'acquis selon ton passé, mais si tu n'as pas touché à tout ce qui est l'univers du marketing ou médiatique, c'est une grosse... c'est un gros changement, puis c'est une grosse adaptation, puis c'est beaucoup d'apprentissage à faire. Ouais. Puis la courbe d'apprentissage est vraiment longue. Parce que si tu penses à, OK, maintenant qu'on parle de diction, maintenant qu'on parle de choix de mots, élocution, ça, c'est toutes des choses qui sont importantes quand tu crées du contenu, puis que tu veux bien t'exprimer, puis que tu veux que ton message passe. Mais je te parle pas de l'intonation de la voix, de la connexion, de ta présence, de ton charisme. C'est toutes des choses qui sont importantes. Puis ça, si tu ne l'as pas de base, il faut que tu le développes ou du moins, il faut que tu trouves des façons de faire en sorte que ça fonctionne pour toi. Fait que ça peut être un podcast, mais pas vidéo si tu n'as pas nécessairement ça. Fait que tu pars avec un paquet de compétences que tu as ou que tu n'as pas. Mais la courbe d'apprentissage est extrêmement longue parce qu'aujourd'hui, ça prend plus juste comme une photo Instagram ou une belle vidéo. Il y a un paquet d'affaires qu'il faut que tu maîtrises, puis il faut que tu sois extraordinairement bon dans ces choses-là, puis que tu t'améliores parce que ça devient de plus en plus difficile de percer comme créateur. Ouais. Fait que ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, j'ai dû m'adapter, mais j'ai dû apprendre, puis j'apprends encore aujourd'hui à tous les jours comme créatrice de contenu puis comme entrepreneur en ligne, puis j'ai pas le choix. Si je veux continuer de suivre, puis si je veux continuer de m'améliorer puis d'avoir une belle présence en ligne, puis d'aller connecter avec mes clientes idéales. Fait que pour faire un lien avec ce que tu me dis, ce que j'enseigne à mes clientes, c'est des fondamentaux qui vont jamais changer, qui sont importants à maîtriser en création comme dans ton entreprise. Mais après ça, je les aide à développer leur leadership parce que ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui a le skills puis une autre personne qui a le même skill set, c'est son leadership, c'est sa capacité à s'adapter, à shifter, à comprendre, à faire des liens, à se faire confiance de faire des erreurs, faire des essais. Fait que, tu sais, au-delà des skill sets, qui est comme vraiment des compétences clés, ce qui est aussi très important, c'est ton mindset, puis c'est quoi le genre de leadership que tu vas prendre par rapport à ça? Est-ce que tu prends ça au sérieux, ta création de contenu puis ta présence en ligne? Est-ce que tu prends ça au sérieux, ta posture de leadership à travers le fait que tu as une communauté puis tu as, oui, des responsabilités par rapport à ta communauté, puis si tu veux continuer d'être relevant dans ta communauté, bien, il faut que tu continues de produire du contenu de qualité, il faut que tu continues de livrer la marchandise. Si on veut, si tu veux que ces abonnés-là continuent d'interagir, continuent de t'encourager, bien,
tu leur dois quelque chose, tu sais. Ouais. Fait qu'au-delà des compétences, ce que j'enseigne à mes clientes, parce que je suis pas du tout une formatrice en création de contenu, je suis une coach et consultante en entreprise. Puis oui, les entreprises que j'aide, c'est des créatrices de contenu. Donc oui, je les aide par rapport à ça, mais tu sais, je vais pas leur dire, OK, voici comment éditer une vidéo. Ça, c'est du skill set qu'ils vont développer de leur côté. Ce que je vais faire autrement, c'est de leur faire comprendre les basics. Donc, c'est quoi un bon hook? Ouais. C'est quoi les piliers de contenu qu'on doit avoir dans ton contenu pour que, tu ailles chercher des nouvelles personnes, que tu convertisses ces personnes-là en peut-être clients potentiels, puis comment convertir en clients ces personnes-là. De créer un bon tunnel de vente efficace pour eux autres. Là. Exact. Fait que ça, c'est des fondamentaux parce qu'au final, je peux t'enseigner tout le skill set, mais tu n'as pas plus de clients. Okay? Non, c'est vrai. Fait que ce que je fais, c'est que oui, on applique des principes de base qui sont les fondamentaux de marketing. Donc, c'est quoi ton attraction, c'est quoi ta conversion, puis c'est où est-ce que tu fais tes ventes. Qu'est-ce que tu dois faire pour chaque étape? Quel canal utiliser pour chaque étape. Donc ça, on les aide à mettre ça en place, puis on les aide à comprendre comment adapter ça à leur business, parce que chaque business a un tunnel de vente qui est différent, a une façon d'attirer des clients qui sont différents, et a une façon de convertir qui est ultimement très différente. Fait que ça, selon moi, c'est plus des fondamentaux business que juste marketing. Ouais. Puis après ça, de les aider à se faire confiance dans leur rôle de leader, parce qu'au final, il n'y a pas une façon de croître en ligne, OK? Puis même si on a le même skill set, comment qu'on va l'appliquer puis comment qu'on va l'implémenter dans notre business va être complètement différent. Fait que de les aider à se faire confiance. Fait que ce soit, OK, ben ton syndrome de l'imposteur, comment qu'on peut travailler là-dessus? Que ce soit... je sais pas moi, ta peur du jugement, comment qu'on peut travailler là-dessus. Que ce soit... Puis tu sais, c'est les mêmes peurs à tous les niveaux, là. Ouais. Mais des fois, rendu plus loin, il y a d'autres choses qui refont surface. Puis c'est de vraiment les aider à naviguer à travers ça pour que elles se fassent confiance, puis que leur contenu soit unique. Mais oui, de les challenger à toujours avoir ce mindset-là de croître davantage, parce qu'au final, si tu t'assois sur ce que tu as bâti dans le passé, puis que tu restes comme « Ah, ben c'est comme ça qu'on fait du contenu, c'est comme ça qu'on fait ben tu restes pris derrière. Puis comme tu as dit, c'est tout le temps en changement. Fait que c'est tout le temps en train d'évoluer. Fait qu'il faut vraiment faut que je les aide à prendre leur place puis à se faire confiance dans leur rôle de leader pour être capable de faire les changements puis de s'adapter à tous les changements, là, dans le fond, sur les médias sociaux. Ben, tu sais, en tant que tel, c'est le fun parce que tu me parles de ça en tant que tel via ta clientèle, mais je suis capable de comprendre. Puis moi, je suis comme, wow, c'est super intéressant. Même moi, je peux le voir pour l'associer avec moi-même. Je suis comme, OK, tu sais, on parle beaucoup aussi de se faire confiance par rapport à sa création de contenu. Tu sais, je pense que tout le monde a des choses qui sont valides à dire. Tu sais, t'es-tu déjà arrivé, tu parles avec quelqu'un, puis t'es comme, aïe, ce que tu dis, c'est tellement pertinent, puis t'aimerais ça être en mesure de geler cette parole-là. Mais quand les caméras roulent ou que t'es comme, tu dois le faire dans un contexte qu'il faut que tu crées du contenu, ça fige. Puis c'est ça, puis ça se transpose pas toujours. Comme tu dis, des fois, tu dis une phrase, puis t'es comme, ça serait tellement un bon contenu. Ouais. Mais concrètement, dans un post, ça marche pas. Tu sais, comme la façon de livrer a autant d'importance que le contenu itself. Tu sais, mettons que je te dis genre, OK, on reprend cette citation-là que je viens de dire. La façon de le poster a autant d'importance que qu'est-ce que tu vas dire. Oui. Puis aussi dans quel ordre que tu vas le mettre, à quel, tu sais, je veux dire, des fois, un contenu, une quote pas longue dans un reel ou peu importe peut être associé à un contenu un petit peu plus long que tu avais fait aussi auparavant. C'est aussi de faire les connexions entre tous ces contenus-là qui fait un tout, en fait. J'ai l'impression que autant ton profil ou ta base de création de contenu est une énorme encyclopédie d'apprentissage qui permet de faire comme, OK, au final, est-ce que j'ai confiance en ce que cette personne-là dit? Puis c'est comme ça que tu attires aussi des nouveaux prospects qui peuvent se convertir en clients, puis vice-versa. Au final, les gens voient juste de la valeur à travers ton contenu. Oui. Puis puis ce que tu as nommé, c'est tellement bon, c'est que mettons, une pièce de contenu plus longue, exemple, va pouvoir avoir beaucoup plus de contexte que juste un reel ou est-ce que juste une citation ou une phrase. Mais les deux sont importants, puis les 100%. Deux ont un but spécifique. Mais si tu essayes de faire rentrer la même valeur du contenu long dans un contenu court, c'est sûr que ça va pas performer. Parce que le contenu court n'a pas comme but de t'informer sur
un sujet en profondeur a comme but de peut-être attirer ton attention. Ben, j'ai-tu envie d'en savoir plus? C'est qu'au final, hey, t'es nouveau, que ce soit sur mon compte ou quoi que ce soit, c'est si tu juges que t'aimes mon... Parce que, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui aiment ton attitude, il y a des gens qui l'aiment pas. Moi, des fois, j'ai fait comme... Puis ça, c'est un petit deuil que j'ai fait. Je suis pas nécessairement la personne avec le temps qui a eu la meilleure confiance en lui-même. Puis j'ai réalisé que dans le fond, je me fiais trop un peu à ce que les autres aussi pensaient de moi par rapport à ça. Puis j'ai fait, dans le fond, c'est qui je veux plaire? Je veux-tu plaire quelqu'un que dans le fond, je le sais qu'il a besoin d'être aidé, ou je veux juste plaire à des gens qui se crissent de moi? Ouais. Puis ça, on dirait qu'il faut que tu apprennes dans la création de contenu à aider le monde à passer ce gap-là pour leur dire ce que tu as à dire, c'est vraiment pertinent. Puis si tu es en mesure de bâtir ta business en ligne, faut que tu passes ce petit mur-là de casser que ce que tu dis, ça a de l'intérêt. Faut juste bien le faire de la bonne manière. Puis tu sais, oui, nous autres, on a des techniques. J'ai pu le voir que comme c'est pas parce que nécessairement tu es un bon vidéaste puis tu comprends les jeux de lumière que tu es un bon marketeur. Là. Non. Puis ça a été un défi. Je pense que il y en a beaucoup. En fait, c'est comme, aïe, je peux plus juste vendre une vidéo de qualité parce que c'est plus juste ça qui vend à Star. C'est que, tu sais, oui, je vais prêcher pour ma paroisse dans le sens que comme une vidéo avec un bon audio, je veux dire, tu sais, ce genre de formule-là, c'est sûr que ça a de quoi d'intéressant à regarder. C'est pas mal plus léché que de juste le faire. Mais ça veut pas dire que c'est juste du contenu de même non plus que tu veux, là. Mais t'as combien d'expérience en vidéo puis en photo? Ben, honnêtement, mon projet de Herb, ça fait 12 ans que je l'ai parti. Bon. Okay, j'ai parti un brand de linge, fait qu'au final, mon expérience est vraiment partie de là. J'ai commencé à filmer des boys en skate, c'est de même que j'ai développé mon expérience. Voilà, fait que t'as commencé, ça fait 12 ans à filmer puis à produire. Ouais. Tu es encore aujourd'hui à l'heure où tu as demandé comment créer du contenu puis des vidéos sur les médias sociaux. Ouais. Ça pour te dire que c'est vraiment long. Puis je pense que les gens sous-estiment vraiment. Ils se disent créer du contenu en ligne, ça peut être difficile à quel niveau, tu sais, tout le monde fait ça. Ouais. Mais je pense que on sous-estime tout ce qui est nécessaire pour avoir ce succès-là. C'est pas juste ton skill set de vidéo, c'est ton skill set de marketer. C'est ton skill set de copywriter, tu sais, ce que tu vas mettre comme texte, pas juste comment tu vas éditer la vidéo, comment tu vas la positionner, c'est ton skill set de comment tu vas rédiger la description après ça, comment tu vas le mettre de l'avant, comment tu vas faire connaître ton brand encore plus. Est-ce que tu mets un influenceur là-dedans? Est-ce que tu mets de la pub là-dedans? Comme c'est beaucoup plus large que juste comme on fait un petit cute post pour le gram. Tu sais, c'est pas aussi simple que ça. Puis je veux pas comme être là puis arriver puis dire OK, c'est compliqué les médias sociaux. C'est pas que c'est compliqué, mais ça prend beaucoup de compétences. Puis je pense que les gens qui sont là-dedans depuis un certain temps oublient tout ce qu'ils ont développé. Genre, oublient toutes les compétences qu'ils ont acquis ou qui avaient déjà pour arriver à ce résultat-là. Mais comme... Bref, ça m'a juste fait penser à ça parce que t'étais comme... Ouais, puis là, il y a tout ça à penser, puis il y a toutes ces affaires-là à faire pour percer ces médias sociaux. Puis je pense que les gens voient de l'extérieur quelque chose comme super liché, super beau. Ouais. Mais ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière. Puis je pense que aussi les gens se laissent influencer beaucoup parce qu'ils voient un trend, puis ils pensent que comme c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça dépend de ton secteur d'activité. Ça veut pas forcément dire qu'est-ce qui marche pour un va marcher pour l'autre. T'en as souvent déjà parlé de ce genre de... Puis je suis d'accord là-dessus, moi, avec, là, c'est que... Puis le monde a un réflexe de « Hey, j'ai vu ça, donc je veux faire ça. » Puis j'ai l'impression que même, exemple, nous autres, là, en tant qu'agence marketing qui spécialise en production vidéo puis qui va souvent collaborer avec des experts pour « OK, cool. » Parce que là, le monde veut du clé en main de plus en plus. Puis c'est ça que j'ai catché. Je me suis réorienté beaucoup vers la création de contenu qui va être du haut de gamme accessible pour être en mesure de faire comme les gens veulent des stratégies. Parce que des fois, j'ai déjà opéré quand je le sais. Comme exemple, toi, si tu me dis « Hey, Mick, j'ai besoin de faire du contenu. » Je sais, tu sais où est-ce que tu t'enlignes. Toi, tu veux juste que j'opère. Puis après ça, tu t'enlignes. Je le sais que j'ai pas besoin de te suggérer une stratégie. Tu l'as déjà. Ouais. Mais pour d'autres, ils ont besoin d'être guidés, tu sais. Puis en tant que tel, j'ai l'impression que des fois, il faut freiner un peu certaines personnes. « Hey, j'ai vu ça, fait que je veux faire ça. » Mais en réalité, il faut que tu les ramènes tout le temps à leur objectif. C'est quoi ton but là-dedans? Est-ce que des fois, il y a des business, exemple des PME, c'est juste de fidéliser leur clientèle. Ils n'ont peut-être pas besoin nécessairement d'avoir des nouveaux clients. Ça influence le message. La plupart des business savent même pas à qui s'adresse en tant que tel. Même moi, pendant longtemps, j'ai fait comme « Hey, à qui je m'adresse? »
J'essaie de toucher tout le monde. Puis au final, plus que t'es large, plus que t'essaies de toucher tout le monde, moins t'es un expert dans quelque chose. Puis j'ai fait comme, ça peut devenir problématique sur un long terme. Parce que la clé du succès, je pense, en entreprise, c'est que tu veux créer de la récurrence. Là, parce qu'au final, juste piger des petits contrats, c'est qu'on dirait que t'as pas le temps de vivre les défis dans chaque situation. Parce qu'il y a tout le temps des... En même temps, c'est le côté le fun aussi. Là, chaque projet a son défi. Mais des fois, je suis comme, parfait, ça va super bien aller. Puis là, j'étais comme, calique, pourquoi j'ai accepté ça? Fait que là, parce que j'ai pas eu assez d'expérience en tant que tel sur ce genre. J'ai de l'expérience dans ma technique. Mais exemple, je suis comme, ce genre de situation-là, je l'ai pas vécu assez souvent pour me dire que si jamais il arrive un petit problème technique, c'est quoi que je patch rapidement? Tu comprends? Je suis capable de le faire, mais pas dans un... Comme quand tu chauffes un char manuel, ça vient pas, tu es obligé de checker ce que tu fais constamment. Parce que t'es pas habitué. Ouais, c'est ça. Puis auprès du client, mais faut toujours que tu aies l'air en contrôle le plus possible. Puis à un moment donné, tu réalises que des fois, tu es peut-être mieux de filtrer un peu ta clientèle pour offrir le meilleur service possible dans ta niche, tu sais. Ouais. Puis tu sais, ça revient encore à, OK, fait que là, on parle de contenu, mais ça revient encore au skill set de base de business. Parce que je pense que, puis là, je pense qu'on peut faire la distinction ici. Être un créateur, juste créateur, puis genre avoir des publicités des compagnies qui te payent pour du contenu, c'est une chose. T'es influenceur, créateur de contenu. T'es pas payé par les produits et services que toi, tu vends. T'es payé par des entreprises qui te payent pour promouvoir leurs produits et services. Fait que ça, c'est un autre game parce que dans ce modèle-là, t'as pas besoin de maîtriser tout le reste de la stratégie marketing puis des ventes dans le back-end parce que c'est les entreprises qui prennent ça en charge. Parce qu'au final, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent une figure qui va chercher une crédibilité de leur produit, dans le fond. Fait que si moi, je suis influenceur puis je vends cette tasse-là, je vais juste placer cette tasse-là dans mon feed puis moi, ma job est faite. Mais quand tu es entrepreneur, eux, ils ont déjà pensé à la stratégie puis ils t'ont choisi puis ils t'ont dit c'est quoi qu'ils voulaient. Fait qu'eux, ils ont fait toute la job de marketing. Puis oui, il y a une grosse job que toi, tu dois faire. Tu dois produire du contenu de qualité. Tu dois être bonne à produire le contenu de qualité, mais c'est ça ta job. Quand on pense à un influenceur, c'est ça. Puis quand on parle de créateur, mais entrepreneur, c'est que lui-même vend ses propres produits et services. Mais là, c'est un autre game parce que tu crées du contenu pour promouvoir tes produits et services. Tu veux pas juste mettre des choses de l'avant, c'est pas ça ton objectif. Fait que quand tu crées du contenu, faut que tu penses à OK, c'est qui mon avatar? C'est qui mon client cible? Faut que tu penses à quel genre de contenu va lui permettre de comprendre mieux la valeur de ce que j'ai à offrir. Fait que tout ce que l'entreprise qui vend la tasse a déjà fait à ma place, là, il faut que je le fasse. Fait que toute cette réflexion-là, derrière le contenu, c'est la stratégie marketing globale de l'entreprise. Après ça, notre positionnement stratégique, comment on est unique. Pourquoi toi, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi cette agence-là, puis pourquoi pas une autre agence? Fait que tout ça, il faut que tu définisses ça au préalable parce qu'il faut que tu en parles dans ton contenu. D'une façon créative, d'une façon qui va attirer l'attention, d'une façon qui va attirer la clientèle. Il faut que tu aies des objectifs marketing. C'est-tu la visibilité? C'est-tu la conversion? C'est-tu la fidélisation, comme tu l'as nommé? Fait que ça revient à la base. Ça revient à faut que tu comprennes tes fondamentaux en business. Parce qu'au final, si tu n'as aucune base ou aucune fondation marketing ou aucune fondation business, même si tu mets le meilleur contenu de l'avant, t'es viral demain matin, tu vas les amener où tes clients? Oui, effectivement. T'as 1 million de views, mais c'est tout pas des clients idéaux. Tu vas faire quoi? Tu n'auras pas d'argent, tu n'auras rien qui va rentrer dans ton compte de banque. Fait qu'au final, c'est de comprendre un peu cette différence-là entre créer du contenu pour être influenceur puis créer du contenu pour être entrepreneur. 100%. Tu l'as vraiment bien vulgarisé parce que, puis ça, je pense que c'est une des plus grosses erreurs que beaucoup d'entreprises qui se lancent en ligne font, c'est qu'ils sont comme, ils préparent pas leur message par rapport à qui qu'ils veulent toucher. Fait que là, ils sont comme, OK, nice, comme tu parles de viralité, ça donne quoi d'avoir des millions de views si au final, t'as pas de... Tu sais, il y en a que, oui, ils vont dire, plus que tu touches de monde, plus peut-être que t'as la chance. Ouais, mais en tant que tel, des fois, tout l'effort que tu mets pour devenir viral, juste pour le gram, comme tu dis, ou pour que ça flash, versus, si exemple, OK, je vais donner un exemple par rapport à YouTube, OK? Parce que, tu sais, c'est déjà arrivé, j'ai eu des business qui ont fait, hey, je vais être sur YouTube. Ah, mais c'est tough percer sur YouTube. L'idée, c'est-tu de percer sur YouTube, c'est de convertir sur YouTube. Dans le sens, parfait, tu as des reels ou tu as quand même du contenu qui se consomme rapidement sur le web, qui font en sorte de, j'ai envie d'en savoir plus, puis des fois, il suffit juste d'une bonne valeur vidéo, qui n'a pas besoin nécessairement d'avoir
des milliers de vues nécessairement, mais peut-être que tu vas toucher la personne qui avait besoin d'avoir je sais pas si tu me suis là-dessus. 100%. Puis je pense que c'est une notion que oui, des fois tu dois faire la dose entre oui, tu veux être actif, tu veux montrer que tu es présent, tu veux montrer que, comme tu sais, exemple, d'autant plus nous autres, il faut qu'on montre qu'on est actif puis que nos propres stratégies fonctionnent. Fait qu'il y a tout le temps cette espèce de guerre-là que oui, on est valide pour comme aider le monde à devenir présent en ligne, mais en tant que tel, tu essaies de leur comprendre qu'au final, tu veux que le monde aille dans ton resto, tu veux pas juste qu'il passe devant ta vitrine aussi. Là. Exact. 100%. C'est tellement bon qu'est-ce que tu as donné comme exemple parce que l'exemple du resto, c'est ça, là, c'est tes médias sociaux, ça peut être genre juste lèche-vitrine. Les gens, ils font juste regarder, puis ils rentrent jamais de l'autre côté des médias sociaux, là où est-ce que tu veux vraiment les emmener pour acheter. Ou tu peux créer un endroit où est-ce que genre tout le monde a le goût de rentrer, tout le monde a le goût d'en savoir plus. Puis ceux qui passent devant sont genre absolument pas, genre comme je rentre pas là. Mais ceux qui sont vraiment idéaux, ben ils rentrent directement. Puis là, je me suis un peu mal exprimée. Non, mais je comprends. Tu veux dire, tu sais, au final, tu as des clients de qualité. Tu sais que c'est des 1. Puis il y a une autre affaire. Je vais faire un mini parallèle dans ma business, là. C'est que des fois, je suis comme, ah, nice, j'ai réussi à closer un client. Puis le pire, c'est que ce client-là, là, il est compliqué. C'est même pas des fois des clients nécessairement. Puis tu sais, genre, c'est pas pour être méchant, là, je n'aime aucun nom. C'est juste que des fois, à travers l'expérience, des fois, tu réalises, t'es comme, est-ce que c'est le genre de clientèle que je veux miser? Ça tire des fois plus de jus, puis tu négliges les clients qui pourraient être beaucoup plus faciles pour ta business. Puis on dirait que des fois, c'est la recherche de faire comme. Tu l'as parlé tantôt, c'est l'avatar client, faire comme c'est qui que tu vas miser concrètement. Fait qu'au final, quand t'es comme parfait, c'est mon client idéal. Taxe tes communications pour ce client-là, tout devient plus clair. Tu sais comment communiquer, tu connais un peu plus le format utilisé, tu sais un peu plus quelle plateforme utiliser. Ouais. Fait que je sais pas si c'est un peu là aussi que tu t'enlignes. Ouais, puis donne un exemple, mettons Econo Fitness. OK, Econo Fitness. J'aime l'exemple, vas-y. Tu vas là parce que ça coûte pas cher. Effectivement. Je suis 100% d'accord. J'ai pas le feeling, quand je vois Econo Fitness, je suis comme, c'est probablement le gym le moins cher parce que dans ma tête, j'étais comme, tu sais, quand j'allais, exemple, au énergie cardio avant. Econo Fitness. Le but, c'est, mais par exemple, c'est comme aller dans une épicerie que t'as pas de comptoir de prêt-à-manger. Genre. C'est comme, tu vas avoir de la bouffe, t'as tout ce que t'as de besoin, mais attends-toi pas à avoir. Tu sais, comme t'arrives au IGA, là, pour faire ça, c'est sûr, tu payes quasiment pour la tablette qui est quasiment, qui est pas une étagère en métal. Là. Ouais. Tu sais, c'est psychologique, mais au final, il y en a qui sont prêts à payer un peu plus pour avoir tout ce petit gravy-là, mais il y en a qui font comme, non, je veux juste une place où m'entraîner qui me coûtera pas cher. Puis effectivement, Econo Fitness, la première affaire qui me vient en tête, c'est comme, nice, ça coûtera pas cher, mais ça veut dire que si tu te choques, par exemple, t'as pas d'appui, il y a personne qui va te pousser dans le cul pour retourner. Là. Exact. Fait exemple, qu'on fait le marketing de Econo Fitness. Ouais. Puis qu'on fait genre carrément juste du contenu d'entraînement, OK? Ouais. Puis qu'on fait plein de contenu d'entraînement, puis genre du monde en shape, puis du monde qui sont... Des gros genre, clips cinématiques. Là. Genre des gros clips cinématiques, puis genre vraiment du contenu de qualité pour cette brand-là. On va se dire, mon Dieu, ce gym-là... tu sais, mettons, on voit les gens vraiment looking good, la belle lumière, le truc parfait, tout liché, les animations, les bruits. Tu vois vraiment du haut de gamme. Ouais. Mais tu vas attirer quoi? Tu vas attirer du haut de gamme, puis ils vont arriver sur ton service ou ton produit, puis ils vont faire Mais non, parce que ces gens-là sont prêts à payer. Exact. Fait qu'ils sont comme, yo, je veux payer, mais tu m'offres. Ouais, mais c'est vraiment super intéressant. Fait que si je fais un peu le même principe, mais que, mettons, je vais parler de mes services, que je veux quand même être accessible parce que les clientes avec qui que je parle sont rendues là, mais je veux aussi être aspirationnelle parce que ils veulent avoir adopté des nouvelles habitudes puis avoir des nouveaux résultats dans leur vie, dans leur entreprise. Mais je veux avoir un juste milieu d'accessibilité parce que je veux être proche de ma clientèle puis je fais de l'accompagnement personnalisé. Mais en même temps, je veux être aspirationnelle parce que c'est pas vrai que je suis rendue à la même place que elles puis j'ai quelque chose à leur apprendre puis je veux être capable de leur montrer c'est quoi qu'elles peuvent avoir. Fait que je dois avoir un juste milieu d'accessibilité mais de lifestyle pour leur donner envie puis que ça soit aspirationnel puis que ça les motive. Sans pour autant perdre l'accessibilité parce que c'est ce qui fait que j'ai la connexion avec mon audience. Mais si je vais puis je vais juste accessible. Puis je parle un jargon full genre, puis comme je me mets à parler comme une bûcheronne, ben j'aurai pas le statut d'experte, puis j'aurai pas l'aspirationnel de dire « Hey, crime, genre j'ai beaucoup à apprendre de cette personne-là, j'ai envie d'adopter ces nouvelles habitudes-là. » Fait que tu sais, c'est de savoir justement comme ton positionnement, puis de savoir qu'est-ce que tu dois créer comme contenu, puis comme
je pense que c'est exactement ça, c'est de savoir qu'est-ce qui fit comme contenu avec qu'est-ce que tu vends. Oui, absolument. J'ai un bon exemple d'un courtier immobilier, OK, par rapport à un exemple, OK? Il a dit, est-ce que tu vas commencer à mettre une cuisine, exemple, qui te coûte 100 000 $ dans une maison, exemple, qui en vaut, exemple, 300? Faut que ça coordonne. Parce que sinon, tu vas être obligé de shifter un prix par rapport à un ajout que tu as mis qui va pas aller avec ta clientèle globale. Je sais pas si tu me suis. Non, ça marche. Puis c'est la même affaire avec le contenu. Comme tu sais, moi, mais c'est le fun, toi aussi, j'ai l'impression que tu fais justement du haut de gamme, mais qui reste accessible aussi. C'est que tu n'essaies pas de te péter les bretelles en voulant attirer. Tu veux montrer que tu es accessible comme personne. Ben, juste parce que je suis aussi accessible. C'est ça, c'est pas fake, mettons. Non. C'est juste. Non, mais je veux dire. On tient à préciser. Tu mets juste cet extrait-là. Je fais juste comme je fais pas à semblant. Non, excuse. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'en tant que tel, tu fais pas comme. Puis c'est important, tu sais, parce qu'en tant que tel, si tu fais juste un langage qui est adapté vers juste du high-end, on est tous de même pareil. C'est quand on sent que quelqu'un est moins accessible, on a la psychologie de se dire comme soit que ça va coûter trop cher ou c'est pas pour moi, effectivement. Non, mais j'aime le parallèle, puis c'est vrai que c'est quelque chose. C'est par rapport à la vidéo, souvent, j'ai remarqué, c'est comme, tu sais, des fois, moi, j'essaie de m'arranger d'avoir des clients qui ont déjà une idée un peu aussi de ce qu'ils veulent s'enligner par rapport à leur qualité. Parce que oui, on a un minimum en tant que tel de bundle qu'on veut comme vendre ou proposer à nos clients parce qu'on le sait qu'est-ce qu'on est capable de faire. Mais si j'ai pas, exemple, soit le minimum de budget ou quoi que ce soit, c'est dur pour moi d'offrir un service de qualité. C'est sûr. Fait que là, je me niche là-dessus parce qu'en tant que tel, effectivement, si le client, lui, c'est d'aller chercher justement une clientèle un peu plus accessible, il faut que le contenu aussi reflète cette accessibilité-là. Je veux dire, quelqu'un qui fait des trucs super authentiques dans son approche, quoi que ce soit, même si des fois on va filmer des capsules plus pro, on dirait que des fois, à travers ça, il faut montrer un peu des choses qui look plus cell phone style. Ben oui. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant à travers les années à voir, tu sais. Il faut du beau contenu qualité. Ouais, mais pas tout le temps. Tu sais, ben, oui, il faut tout le temps du contenu qualité, mais la qualité est subjectif. C'est la qualité du contenu. Genre, exemple, tu arrives sur TikTok, le Nike, là, je veux dire, pourtant, c'est une compagnie qui dépense des millions, je veux dire, en marketing, puis pourtant, des fois, ils vont se dire, OK, ça, il faut que ça soit filmé avec un cell. Pourquoi? Parce que ça va rejoindre l'audience. C'est quoi que tu as envie de te faire vendre juste une espèce de grosse pub à télé ou tu as envie de faire comme, OK, c'est une personne comme moi qui porte ce genre de... Tu me suis? Oui, 100%. Puis c'est là que j'ai fait comme, il y a vraiment de quoi d'intéressant dans le marketing. C'est plus juste une question de comment avec quoi c'est filmé ou quoi que ce soit, c'est le choix de l'audience, encore une fois. Oui, tu l'as tellement bien nommé, là. C'est vraiment de mettre ton audience en priorité. C'est de te demander qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir pour que le message passe. Puis plutôt que de faire du marketing un peu, j'appelle ça du marketing, pas selfish, mais de dire « j'aimerais ça faire ce contenu-là ». C'est vraiment de dire qu'est-ce que mes clients aimeraient que je fasse comme contenu. Puis ça veut aussi dire qu'il faut que tu fasses des tests. Parce que, tu sais, je veux dire, ça se peut que, exemple, ton guess, c'est que ta clientèle ont envie d'un contenu un peu plus léché, un peu plus travaillé, un peu plus de qualité. Puis que tu l'essaies, puis ça floppe. Mais ça se peut que ça soit aussi un test qui est concluant. Fait que, tu sais, au final, oui, c'est de faire un 80% de tu sais que ça marche, puis un 20% de test. Comme, mettons que tu sais que tu as ce genre de réel-là qui performe super bien ou que tu as ce genre de contenu-là ou ton long form, c'est ton podcast puis c'est full populaire, bien de commencer à dire, OK, ben on va tester des mini-zodes dans le podcast qui est un 20% de test. Parce qu'avec ce 20%-là, tu peux avoir du fun. Tu peux tester des affaires puis faire des hypothèses de dire, on voudrait aller rejoindre notre clientèle plus jeune avec des TikTok ou on voudrait aller rejoindre notre clientèle plus vieille avec tu sais des throwbacks ou des trucs plus nostalgiques ou des vieilles façons d'éditer. OK, parfait, ben on va mettre ça de l'avant. Puis là, tu fais un genre de 20% de test. Puis si c'est concluant, c'est comme on a un prochain winner, puis là c'est un succès. Mais de ne pas avoir peur de faire des tests, justement, pour valider les théories. Récemment, juste pour donner des exemples concrets avec des clientes, parce que j'ai juste des femmes. Il y avait une cliente qui me disait « J'aimerais ça investir plus de qualité pour
démontrer la qualité de ce qu'on offre, d'avoir des vidéos plus travaillées, avec un bon son, une belle vidéo. Elle faisait déjà ce genre de vidéos-là, mais pas avec des vidéastes, mettons. Fait que là, elle a dit, OK, je vais investir dans cette équipe-là, marketing, pour voir si, justement, on est capable de mieux refléter le brand, puis que le but de ça, c'était vraiment juste que ce brand-là se démarque des autres. Ouais. C'était vraiment ça l'objectif. C'était pas de dire on augmente les ventes sur le court terme. Ouais. C'était juste qu'on reconnaisse plus ce brand-là comme étant un brand établi et de qualité. Puis ça se transparaît dans le contenu. Des fois, t'es comme, il y a un changement drastique qui se crée. Puis des fois, c'est d'asseoir ton autorité un peu. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qui puis, tu sais, ça dépend des objectifs. Dans l'objectif d'une autre cliente, elle, son but, c'était le reach. Donc, on voulait vraiment aller chercher plus de monde, plus facilement. Puis, il y avait comme 2 avenues. Il y avait soit qu'on va vraiment heavy dans l'éducation, puis éducation, mais genre adapté au goût du jour en 2024, qui était comme plus de ton expérience personnelle. Fait que t'amènes une expertise, puis t'es comme vraiment dans le conseil, puis dans l'approche que t'es... vraiment proche de ton audience, puis tu les comprends, puis tu leur dis c'est quoi que tu vis, puis tu partages beaucoup de ton expérience vécue en étant dans l'éducation, indirectement, ou on y va heavy dans le divertissement. Ouais. C'était un des 2 qu'on avait comme, mettons, vraiment direction. Puis, elle me disait, je pense que j'ai vraiment envie de tester le divertissement. Je pense que j'ai vraiment envie d'aller là parce que j'ai du fun à faire ça. Puis, je pense que j'ai vraiment un potentiel d'aller m'amuser avec ça puis d'en créer plus. Fait que là, j'ai dit, parfait, ben fais un 20% de test. Commence à dire des niaiseries, à faire des trucs pour le fun, à pas trop te prendre au sérieux. Puis fais juste l'essayer. Fais juste l'essayer. Puis finalement, ça a été comme vraiment un succès. Là. Ça a vraiment été quelque chose que je le vois là, maintenant dans ses posts puis dans qu'est-ce qu'elle fait, qu'elle s'amuse, qu'elle a du fun, puis que c'est plus léger, puis là, elle a beaucoup de reach grâce à ça. Fait que elle compense aussi avec du contenu éducatif à travers ça, là, l'idée. Mais j'aime l'idée parce que tu parles de 20% de tests. Je t'ai entendu dire une couple de fois, là. Parce que c'est important de faire comme, OK, nice, je fais des tests, mais le but, c'est aussi de maximiser le temps que tu essaies. Ton but, c'est pas faire comme, OK, je cancelle tout, qu'est-ce qui est mon objectif. Parce que c'est en sachant, c'est en faisant des tests que tu vas savoir, aïe, wow, c'est une révélation, ça marche, go. Finalement, là, après ça, tu peux mettre plus de pourcentage, des fois, dans une stratégie en considérant que ça convertit ou peu importe. Oui, puis tu vois pas toujours, comme tu dis, tu vois pas toujours les résultats positifs, mais négatifs aussi. Tu sais, mettons, tu te mets à faire juste du entertainment, est-ce que ça drop les ventes? Je comprends. Puis en même temps, est-ce que tu penses que quand, exemple, tu as du négatif qui arrive, parce que tu sais, on s'entend, souvent, j'ai l'impression que souvent, ceux qui jappent le plus fort, ceux qui arrivent à avoir le plus d'attention, des fois, sur le web. Ouais. Ben, au final, tu sais, j'ai déjà eu cette discussion-là, puis j'étais comme, dans le fond, tu sais, le monde qui chiale, ben, au final, tu le vois, la personne a clairement gagné. Hey, TikTok, elle a gagné. C'est la pire plateforme TikTok pour ça, parce que tous les gens qui chiolent sont sur TikTok. Ouais. Genre, ça va. Mais tu sais, au final, quand tu y penses, là, on va se mettre à l'analyser. Là. Laisse, par exemple, une personne qui chiale, puis qui a une business probablement, là, ou peu importe. Moi, je veux pas commencer à faire ça. Ben, t'auras peut-être pas le choix, parce que si toi, tu le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Ouais. OK, il y a une manière de le faire. Ça veut pas dire que t'es obligé de provoquer tout le temps. Il y en a que c'est comme, OK, je comprends leur stratégie. Genre, je la vois, puis je suis comme, fine. Ils ont le droit, tu sais. Y a-t-il une forme de clientèle? Mais est-ce que quand tu commences à créer de la critique, ça veut dire que veux pas ta stratégie fonctionne? Ouais, je pense tu comprends? Ouais, ben OK, attends. Il y a plusieurs affaires là-dedans. Là. Okay. Mais il y a utiliser le bruit à ton avantage, comme par exemple, t'as des haters, puis t'as du monde qui... Bon, puis là, tu t'en sers un peu pour remettre l'huile sur le feu, puis genre t'en servir comme... J'ai tellement un scénario, là. Des fois, je suis comme, guys, vous embarquez tellement. C'est exactement ça. Puis là, après ça, c'est comme, guys, la personne s'est dit, tu m'ordonnes tellement de munitions, là. Mais je trouve juste ça drôle, des fois, de voir le monde pas le catcher, là. Non, c'est mais ça. En tout cas. Mais bref, fait que tu comprends. Ouais. Fait qu'il y a ça qui peut être peut-être utile dans comment tu gères les haters. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est Hydro-Québec, là. C'est comme incroyable. Ouais. Hey, genre les petits commentaires passifs-agressifs, genre quand quelqu'un chante sur son compte d'Hydro, là. C'est excellent. Puis tu vois, eux, ils ont compris parce que c'est on-brand. On les reconnaît pour ça maintenant. Ouais. Mais c'est jamais déplacé non plus.
c'est déplacé, mais c'est juste sur la ligne. Tu comprends? Ah ouais, c'est comme baveux dans la limite que les gens vont faire comme c'était la meilleure réponse que tu peux donner à cette personne-là, mais c'est juste parce que là, c'est un compte comme Hydro-Québec, c'est comme ouf, il a osé, tu sais. Mais je veux dire, il y a une équipe derrière ça, là. Exactement. Ben, c'est comme à un moment donné, je pense, c'est, tu sais, il y a des entreprises à un moment donné aussi qui interagissaient entre eux autres sur des posts Facebook. Tu sais, on va penser, exemple, à Maxi. Ouais. Tu sais, je veux dire, Maxi, c'est un exemple dans l'humour qui est comme excellent, là, avec comme toutes les insights de la preuve. Tu sais, on en parle là. Moi, j'adore leur team marketing. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste une personne non plus derrière ça. Non. Mais à un moment donné, t'es genre comme Hydro-Québec qui commentait un truc de Maxi, puis là après ça t'as juste quelqu'un qui arrive comme ouais, tant qu'à voir Maxi, pas Hydro-Québec sur le post, ça commence à bâcher. Tu sais, tu nourris l'algorithme, il y a comme de quoi de vraiment, on dirait, fascinant dans cette espèce d'interaction là. Puis tu sais, au bout de la ligne, comme tout ce que tu dis, les gens qui jappent plus fort, c'est eux qui ont le plus d'attention. Je pense pas que c'est vrai. OK. Je pense que ceux qui le font bien, ceux qui ont quand même gardé un certain statut puis un certain symbole, ont réussi à se démarquer à cause qu'ils se servaient un peu du bruit à leur avantage puis de la controverse à leur avantage. Ouais. Mais, tu sais, j'ai pas vu Hydro-Québec, tu sais, chialer sur ses consommateurs pour faire une vidéo de 5 minutes puis de dire comme... Puis je pense que c'est ça la ligne. Puis aussi, en même temps, c'est de voir que, encore une fois, les influenceurs qui... partagent la controverse ou partagent des opinions, puis que eux, leur job, c'est d'avoir des views, puis d'être payés pour ces views-là, c'est différent qu'une entreprise qui essaye de vendre ses services. Okay? Toi, tu n'as pas l'air d'une personne professionnelle si tu fais juste chialer sur tes médias sociaux ou si tu fais juste essayer d'avoir de l'attention, tu comprends? Fait que ça dépend quel genre de client tu veux attirer, quel genre de clientèle manière, tu veux attirer. Ça peut se faire avec une certaine finesse, puis encore une fois, ça revient à comprendre comme c'est à qui tu t'adresses en tant que tel. C'est, des fois, tu as une clientèle que tu sais qui va être capable d'apprendre ou qui va être capable de voir les nuances dans ce que tu dis, puis il y en a d'autres, t'es comme... Puis ça revient à ta capacité à connecter avec ta clientèle. Ouais. Parce que si tu connectes bien avec ton audience, tu le sais c'est quoi qui va les faire comme allumer ou c'est quoi qui va les faire rire ou c'est quoi qui va être genre juste la petite ligne assez spicy pour semer un peu la controverse, mais pas te mettre à dos du monde, tu comprends? Ben, ce qui est drôle, c'est que du monde fidèle qui suivent vont comprendre des fois des cracks. T'as comme quelqu'un qui arrive en plein milieu puis qui fait juste voir ça. Mais ils savent que ça va créer ça, mais si tu comprends puis tu fais les liens, tu vois que c'est nuancé. Puis je veux dire, clairement, je pense au Québec en général, le monde sont vraiment bons pour pogner rapidement sur de quoi puis pas voir plus loin que le bout. Là. C'est sûr. Puis en même temps, comme marketeur, tu peux pas toujours prévoir, mais des fois, tu vas créer quelque chose qui va semer de la controverse parce que quelqu'un a placé ce que tu as dit, a placé une phrase de ce que tu as dit hors de contexte, puis tu as l'air complètement comme d'une lunatique, là, tu sais. Mettons que je te dis, genre, les médias sociaux, ça sert à rien, puis tu prends ça d'un extrait de podcast. Ah ben oui! Puis là, tout le monde entend ça, puis là, ben là, ça n'a pas de bon sens qu'il y a des ça, nanana, mais tu as pris une phrase hors de son contexte, puis au bout de la ligne, ça, tu peux pas le contrôler, mais ça va arriver. Fait que ça, tu le contrôles pas. Mais il y a des gens, des entreprises qui le créent on purpose, qui créent genre de controverse-là, volontairement pour aller attirer de l'attention. Puis moi, je trouve que quand c'est bien fait, puis que c'est fait de façon intelligente, puis que c'est pas juste ça, le compte, ou que c'est pas juste ça la stratégie, je pense que ça a sa place. Puis au final, c'est de connecter avec son audience puis de savoir c'est quoi qui va les trigger et savoir c'est quoi qui va attirer leur attention. Ben, le but, c'est que tu piques la curiosité de faire comme, tu sais, sans dire que mais ça, je revenais au mot challenger. C'est juste, t'écoutes de quoi, puis dans les 3 premières secondes, t'es comme... Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Juste le fait que je me pose la question, j'ai arrêté de scroller, puis j'écoute ce que tu as à me dire. Puis là, et finalement, si j'écoute la vidéo complète, je comprends que tu as fait un parallèle, puis c'était une manière, des fois, sarcastique de juste ramener de quoi, tu sais. Je vais donner un exemple concret. Si j'arrive, puis je fais une vidéo, puis je suis comme, j'ai perdu les données de tous mes clients, tu sais, en tant que tel. Mais qu'en réalité, je parle de quelque chose qui s'est passé il y a des années pour finalement réaliser, puis mettre en lumière le fait qu'on utilise des systèmes pour protéger les données de nos clients, ben je reviens au début d'un hook qui fait réagir. Hey, c'est donc même pas professionnel de le dévoiler de même, mais ça pique la curiosité parce que pourquoi il parle de ça? Je sais pas si c'est un bon exemple. Non, mais c'est vraiment un bon exemple. C'est définitivement un bon exemple. Puis je pense que
c'est tout ça qu'il faut développer quand on est sur les médias sociaux parce que ça s'arrête pas à comme faire un bon contenu. C'est aussi qu'est-ce qui va attirer l'attention, qu'est-ce qui va retenir l'attention, puis qu'est-ce qui va faire que ces gens-là vont après ça aller cliquer sur mon site web puis acheter finalement. Mais bref, Mais en tant que tel, c'est ça, c'est que tu vas attirer justement, tu sais, il y en a qui effectivement pour closer un peu cette parenthèse-là, là, je veux dire, en tant que tel, tu sais, il y en a qui vont être très, très provocateurs dans leur approche, mais si, exemple, leur but, c'est juste de vendre en masse des gens qui connaissent très peu, ben leur objectif est kind of réussi parce qu'ils sont comme, mon but, c'est pas de commencer à être charmant puis que les gens s'attachent à ma personne. Fait qu'il y en a, ils vont faire... Ben, un autre super bon exemple, les frères Logan, là, Paul puis... Oui. Mais eux, c'est juste des views qu'ils veulent, là. C'est clickbait au bout. On va te dire, le combat avec Mike Tyson, c'était du pur génie marketing. C'était du pur génie marketing. Excuse, je l'ai pas de couper, mais... Ouais, exact. Fait que ça... Tu sais, oui, ces gars-là, ils ont des brands dans le back-end qui vendent, mais c'est du mass selling. C'est genre, ils vendent à cause qu'ils ont une visibilité, à cause qu'ils ont un gros brand. Puis, ils ont des équités dans ces brands-là, mais c'est pas eux qui gèrent les brands, là. Ils utilisent leur plateforme pour faire du product placement, ce qui revient essentiellement à la même affaire qu'ils sont influenceurs. Imagine les commanditaires, comment ça a dû payer pour avoir de la visibilité. Mais ils sont influenceurs de leur propre brand qui ont des équités dedans. Mais c'est pas eux qui gèrent le brand, là. Eux sont juste là pour... C'est des superstars, là. C'est des figures, c'est des porte-paroles de ça. Un vient avec l'autre. Il y en a beaucoup qui voient juste la surface de ça, là. Mais je trouve ça le fun. Fait que c'est ça. Fait qu'au bout de la ligne, ça revient à quel genre d'attention tu veux attirer. Eux, c'est du divertissement. Ils vendent, exemple, je pense que c'est Celsius, c'est un brand qui ont, je pense que c'est Celsius. Puis, ça a grossi exponentiellement. Là, ça grossit plus vite que Gatorade. Là. Et pourquoi? C'est parce qu'ils ont des vues en quantité illimitée. Ils ont plus d'attention que n'importe qui. Mais ils vendent un produit de marché cible large. Tu sais, ils vendent ça. N'importe qui peut boire du Gatorade, là. On s'entend? Fait que leur marché est vraiment large. Mais si demain matin, ils vendraient des services de genre, je sais pas moi, de marketing, comme ils seraient pas crédibles, il y aurait pas, ça serait pas l'audience cible, ça serait pas du tout le même genre de marketing, ça serait pas du tout le même target, mais eux, ils ont vraiment un target large, puis ils peuvent se permettre de faire que du divertissement, que des niaiseries, parce que justement, ils sont dans le entertainment business, donc ils vont vouloir aller convertir avec des produits de masse, là. Mais c'est intéressant parce qu'au final, c'est pas, tu viens de le dire, ils convertissent avec du entertainment parce qu'ils peuvent se le permettre. Puis pour revenir au fait de comme, hey, j'ai vu ça, ça pogne. Ouais, mais ça veut pas forcément dire qu'il faut que tu utilises toi cette stratégie-là. Si t'es donné un service, exemple, on va parler que t'es dans du bien-être, que tu dois aider les clients à se sentir mieux. On s'entend que tu vas pas juste les divertir. Le but, toi, ce que tu veux vendre comme idée, c'est déjà arrivé à des clients qui font comme, aïe, mais je veux dire, les clients réalisent pas que s'ils font pas ça, il va leur arriver ça. Bon, ben, indirectement, tu l'as ta stratégie, c'est que tu viens de un peu de m'éduquer. Moi, je sais même pas moi-même que j'ai besoin de ton service. Exact. Faut que tu trouves un moyen de me communiquer que si je prends pas ton service, il va m'arriver de quoi plus tard. Tu sais, je veux dire, en tant que tel, exemple, je pense à des gens qui... Je le vois, exemple, j'ai hit ma trentaine. T'as-tu tes 30 ans? Pas encore. Mais tu sais, c'est con, là, mais j'ai tout le temps été un pic quand même. Là. Genre, je suis pas gros. C'est juste que cette année, là, on dirait que j'ai comme... tu sais, à des petites places que je suis comme... Il faut que je m'arrange parce que les petits totos vont commencer à arriver. Non, mais en voulant dire que j'ai fait aïe, j'ai jamais eu le réflexe en tant que tel de m'entraîner. J'en avais parlé récemment, puis j'étais comme, hey, c'est une bête noire que j'ai tout le temps eu. Puis on dirait qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, avec mes objectifs que j'ai, tu sais, j'ai ma nouvelle maison, de quoi de même, tu sais, tout arrive que mes priorités changent, puis je suis comme, hey, j'ai-tu envie de me lever à 40 ans puis de me sentir pas en santé? J'ai l'impression que c'est plus juste un impact de me sentir bien, puis fier, puis de juste vouloir cruiser. C'est le principe de dire, je veux me sentir confortable puis en santé. Là, l'espèce de besoin de faire qu'est-ce que je peux faire pour m'aider, je réalise l'importance maintenant de comme vouloir investir dans une nutrition qui va vraiment m'aider, par exemple, pour être en shape. Mais c'est à travers le contenu que je vais consommer que comme les gens vont me donner des petits trucs au quotidien que je vais commencer à appliquer. En appliquant, je vois l'importance de m'entraîner. Puis au final, je vais arriver à un point que je suis comme...
je peux plus le faire par moi-même. Ouais. Et là, je réalise que ça me fait sauver du temps et de l'argent d'engager quelqu'un. Ouais. Même chose avec mon service, c'est qu'au final, j'essaie d'aider le monde à sensibiliser sur créer du contenu parce qu'ils vont voir, wow, je peux avoir un impact. Puis à un moment donné, il va arriver à un point qu'ils vont faire, je peux peut-être pas tout filmer. La preuve, tu sais, je veux dire, il y a des affaires que t'es comme, je veux me concentrer sur mon contenu, j'ai juste pas le temps de tenir une caméra. C'est sûr que c'est sûr que c'est plus économe pour moi de le faire moi-même parce que je sais où est-ce que je m'enligne puis j'ai pas besoin de tout le temps avoir la cam. Mais à un moment donné, t'es comme, à ce moment-là, ça vaut la peine, tu sais. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est un peu une stratégie que les business doivent mettre en place, c'est comment tu cibles ta clientèle par rapport à comment est-ce que tu les éduques pour faire naître le désir. Parce qu'au final, après ça, tu n'as même plus besoin de vendre parce que tu combles réellement un besoin, tu sais. Tellement. Puis, tu sais, au final, c'est de connaître c'est quoi le parcours de transformation du client que tu veux cibler. Parcours de transformation, OK. Ouais. Tu sais, à l'école, j'apprenais ça, puis t'as différentes phases de changement. T'as comme un peu la phase du déni, OK? Que toi, t'as pas de problème, là. On a toute cette phase-là dans notre vie. Moi, j'ai pas besoin d'aide, j'ai pas de problème, tu sais. Ouais. Puis là... Jeune vingtaine, là. Ben, dans n'importe quel... Ouais. Mettons que tu commences ta business, t'as peut-être pas ça, mais peut-être après 20 ans, toi, tu sais comment ça marche la business. T'as pas besoin de faire ça les médias sociaux. Tu sais, c'est pas nécessaire. Ah ouais. Moi, je suis bien correct avec mon bouche à oreille. Ouais. Ça fonctionnait de même. Pas besoin de ça, moi, le marketing numérique. Moi, je commencerai pas à aller sur TikTok. C'est ça. Là, t'es dans le déni. Je confirme qu'il y en a qui sont dans le déni. Probablement. Après ça, t'as la phase de comme, OK. Le petit, bon, OK, je vais m'intéresser. Ouais. Qui est comme le préambule. Fait que là, c'est comme, tu commences à te poser des questions. Fait que là, c'est pas nécessairement, hey, genre, je suis prête à changer ou c'est vraiment pertinent pour moi, mais c'est comme, quelques insatisfactions. Je commence à voir que ça serait bien pour moi le changement, peut-être. Ouais. Peut-être. Peut-être. Fait que je commence à me poser des questions et peut-être poser des questions autour de moi. Mais c'est bon, au début, t'en avais pas pantoute de questions. Non, au début, t'avais pas de questions. Tu étais comme, moi, c'est ça, puis ça va rester de même. Fait que là, ça peut être comme, justement, si on parle de contenu, ça peut être, tu sais, j'ai vu une entreprise qui était compétiteur, qui faisait du marketing en ligne. Ça m'a sonné une cloche, puis je me suis dit, hey, pourquoi qu'on fait pas ça? Fait que là, c'est souvent ça qui arrive. C'est comme, mais eux, ils ont du succès, pourquoi que nous, on le fait pas? Ou genre, on parle de mise en forme, tu vois... Ta cousine, que ça fait 1 an que t'as pas vu à Noël, puis elle a perdu du poids, puis tu te disais, crime, c'est pas possible pour moi dans ma génétique. Puis là, elle a perdu du poids, puis elle a ta génétique. Fait que tu te dis, crime, pourquoi pas moi? Fait que là, il y a ce doute-là qui est semé. Fait que là, c'est le doute raisonnable qui fait que, généralement, quand tu vas voir un contenu, que tu vas tomber sur quelque chose qui va te donner envie de faire un changement, ben, tu vas porter attention. Ouais. Fait que souvent, en marketing, on amène ces gens-là, dans cette catégorie-là, à conscients de leurs problèmes. Fait que là, ils se posent des questions. Là, ça l'amène à « je suis conscient que j'ai un problème et que je veux le régler. Mais j'ai pas pris action. Mais je suis conscient. Mais c'est à ce moment-là, souvent, que tu vas commencer soit à t'abonner à des comptes, tu vas commencer à faire gars, check. Au final, c'est un clic. Puis c'est à ce moment-là, j'envoie un message. Fait que, tu sais, s'il y a du monde qui veulent me vendre un programme, je commence un petit peu à être intéressé. Soyez pas comme ça, là, tu sais. Tu sais, je suis pas encore convaincu, mais celui qui va. Non, mais tu sais, la confiance commence, je commence à m'intéresser à ça. C'est un exemple parallèle que, OK, tu sais, mais en tant que tel, c'est un super de bon exemple. Fait que là, tu l'as nommé, tu commences à t'intéresser. Ouais. Fait que là, c'est comme, je l'écoute, le contenu. Ouais. Je sais que j'ai un problème. J'ai besoin de me faire aider juste pour des petits trucs quotidiens. J'ai besoin de me faire donner en ce moment, genre juste des petits tips gratuits pour être encore plus conscient de mon problème. Tu sais. Exact. Puis à la limite, t'as quasiment envie de te faire motiver à changer. Là. Ben oui. Parce que t'es comme... T'es prêt, mais parce que t'es pas peut-être prêt. que sinon, je prendrais pas action. Si je laissais à moi-même, malheureusement, des fois, t'as besoin de faire « Hey, tu sais... » Fait que là, c'est... Tu commences pas là, tu vas-tu commencer un jour? Exactement. Fait qu'il y a tout ça, cette phase-là, qui est aussi en marketing, d'éduquer ton client par rapport à son problème. Parce qu'il est peut-être conscient qu'il y a un problème, mais il sait peut-être pas à quel point, puis il sait peut-être pas que c'est possible de le résoudre. Fait que là, c'est comme, OK, là, t'es plus dans cette phase-là, t'apprends à faire conscience du problème de ton client. Puis en plus en profondeur, tu lui montres comment c'est possible. Surtout avec peut-être des témoignages clients. Tu lui montres comment c'est possible en lui donnant des trucs pour que lui l'applique et qu'il voit les résultats puis qu'il fasse comme crime. Cette personne-là m'a aidé puis
je la connais même pas. Tu sais, j'ai même pas encore engagé. Ouais. Fait que c'est tout ça dans cette phase-là que ça se passe. C'est la phase que tu es conscient de ton problème, mais t'as pas nécessairement passé à l'action. Tu sais, t'es pas nécessairement comme full on. T'as comme pris des petites affaires ici et là, tu sais que c'est un problème, mais t'as pas décidé de prendre action. Puis c'est fun parce que j'ai l'impression que tu te sens bien puis en confiance parce que t'es comme ça m'engage à rien. Tu te sens pas mis en vente sous pression. T'sais. Exact. Puis ça, c'est la phase nurturing en marketing où est-ce que c'est tellement important. Une fois que t'es allé chercher ces gens-là qui se questionnaient, là, tu les as amenés dans ton univers. Là, ils sont conscients qu'en écoutant ton contenu, crime, ils ont un problème, ils le savent. Ben oui. Mais là, ils sont dans ton contenu, puis crime sont de plus en plus éduqués puis de plus en plus conscients de leurs problèmes, puis sont comme, crime, genre, je vois vraiment comment ça peut être possible pour moi. Ils tombent dans ce 3%-là quasiment de gens qui sont comme, c'est des prospects vraiment chauds. Là. En fait, tu as juste besoin de faire peut-être une action vers eux. Puis souvent, des fois... Pas tout à fait. Il manque une étape. Parce que là, ça, c'est une étape vraiment importante. Puis tout dépendamment de ta business, il y a un cycle de vente qui est différent. Puis ton cycle de vente, c'est comme, ça te prend combien de temps avant qu'un prospect te contacte ou, en tout cas, ça dépend de la business en particulier. Puis là, après ça, il y a « je décide que je change ». Fait que là, c'est souvent là que tu dis là, que tu as ton 3%. C'est les gens qui ont décidé qu'ils voulaient changer. Puis qui regardent juste c'est qui va m'aider. Ou c'est qui va m'engager. C'est qui que je vais engager. C'est quoi les prochaines étapes, mettons. Fait que dans cette phase-là, il faut donner le plus possible d'opportunités de commencer à travailler avec ces gens-là. Fait on n'est plus dans l'éducation, on n'est plus dans comme le problème, whatever, on est dans comme comment on travaille ensemble. C'est quoi les options? Comment je commence? C'est le temps de prendre de plus en plus action pour faire comme il faut mettre les pions en place pour que ça l'aboutisse. Là. Exact. Fait que dans cette phase-là, c'est important de donner des call to action à son audience parce que la personne qui est prête, si tu lui dis pas là que tu peux l'apprendre, elle va peut-être dire, je sais pas trop comment commencer à travailler avec eux, je suis prête, mais elle va aller voir ailleurs. Tu peux te choquer à ce moment-là, puis rendu là, ton compétiteur va le prendre. Exact. 100%. Fait que cette phase-là est vraiment importante, même si c'est juste 3% de toute ton audience, faut que tu le fasses à chaque semaine parce que ces gens-là qui sont prêts, ils attendent juste de peser sur le bouton. Et j'ai de quoi dire par rapport à ça que je trouve super intéressant, là, c'est que la plupart des business en ligne ou quoi que ce soit, c'est qu'on faut pas oublier, tu as comme à peu près comme un 60% de cold traffic. Ça veut dire que c'est un océan de possibilités, on est d'accord? Là, je veux dire, les clients potentiels sont là. Puis si tu arrives à les chercher, ça pour vrai sont là. Puis j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises sont comme je commence à me faire en ligne, je vais faire des ads, puis ils utilisent beaucoup un langage qui est adapté pour les gens qui sont très très chauds, ton 3% ou peu importe. Mais il est envoyé à l'océan de 60% de cold traffic. C'est comme si dans une première date, tu arrives puis tu fais comme tu veux-tu me marier. Ouais. Tu pars en courant où le pourcentage de chances que ça fonctionne il est très il est presque impossible. C'est comme ou c'est souvent des clients nightmare que j'appelle. Des clients nightmare. Mais tu comprends? Est-ce que ça t'est... Des clients qui te disent, ils te connaissent pas puis qui te disent take my money. Ouais. I'm not taking your money. Non, mais c'est bon parce que, je veux dire, quand tu comprends un peu ce concept-là, t'es comme, ça m'éclaire un peu plus sur le langage que je dois adapter. Fait que t'es comme, dans le fond, c'est pas que je suis pas bon ou que c'est juste, tu utilises pas le bon message pour ta clientèle ou ils sont pas rendus à la bonne étape. Oui, puis il y a tellement de concepts qu'on a parlé dans ce podcast-là. Fait que j'espère que le monde ne seront pas genre mêlés. Parce qu'on a parlé de funnel, on a parlé de piliers de contenu, de type de contenu, de format de contenu, on a parlé de tellement d'affaires que c'est comme ça peut vraiment être mêlant. Mais ce qu'on vient de dire, c'est juste que même si c'est une stratégie macro, qu'on va l'appeler, fait que tu sais en général c'est qui ton client cible, c'est quoi son problème général, qu'est-ce que tu lui vends, puis comment tu fais ton contenu. Il y a des épaisseurs à ça. OK. Parce que ça, c'est ta stratégie macro. Puis dans ton middle level, dans ton micro peut-être, tu as différentes phases de processus de ton client, dans ton parcours client. Si ton client, comme on dit, au début, il faut que tu le rends conscient de son problème, ça va être un style de contenu. Après ça, il est conscient de son problème, ça va être un autre style de contenu. Puis il est prêt à prendre à l'action, c'est un autre style de contenu. Mais tout ça, ça s'emboîte ensemble. Fait que c'est pas de dire que après ça,
ton client, il va changer, ton client cible va pas changer, mais la façon que tu vas y parler, ça va être différent en fonction du stade qui est rendu. Mais au bout de la ligne, c'est ton même client. Tu sais, quand ton parcours de transformation, t'es boqué, dans ta vingtaine, t'as pas besoin d'entraînement, t'as pas besoin de nutrition, t'es le même client que là, je suis prête à changer, puis je suis prête à avancer. Fait qu'au final, t'as besoin de tous les messages, mais à un moment différent, mais c'est le même client cible. Il y en a qui sont mêlés parce qu'ils disent « Ah, mais moi, j'ai plusieurs clients cibles. » Ouais, je comprends. Puis là, ça peut être mêlant, tu sais, mais c'est pas que t'as plusieurs clients cibles, c'est que t'as plusieurs étapes de transformation à ton client cible. Intéressant. Fait que c'est important de pas confondre ça. T'as pas plusieurs clients cibles. Généralement, idéalement, t'as un client cible. Ben, au final, oui, ben, tu veux ton highest value client, là, qu'on appelle. Là, c'est qu'au final, tu veux voir celui, OK, quand tu fais ton exercice, c'est lequel qui te rapporte le plus. C'est lequel. Des fois, un client qui paye pas le plus, c'est celui, par exemple, qui est le plus facile à gérer. Ouais. C'est celui qui peut te payer le plus souvent. Fait qu'au final, quand tu fais comme, OK, ce client-là, c'est mon client idéal. Parce qu'au final, des fois, le client le plus payant, c'est celui qui te fait perdre plus de temps. En tout cas, bref, on connaît l'exercice. Mais je trouve ça le fun. Puis effectivement, on est parti dans plein de directions. Puis même moi, je tiens à redire que l'exercice, moi, du podcast, c'était une manière, moi, de roder mon podcast, de roder le studio. Puis honnêtement, si je voulais faire des tests, puis s'il y avait des erreurs à faire, je préférais que ça soit sur notre contenu. Puis en même temps, ça me permet aussi de me mettre dans le bain des gens. J'en ai déjà parlé, puis je suis comme, c'est vrai que ça peut être intimidant de faire du contenu. Je pense que c'est la meilleure formule qui est comme le sweet spot avec un bon son, une belle image, mais on finit, même si on sait qu'ils sont là, on finit par les oublier, les caméras. Fait qu'on dirait que ça permet pour les gens qui sont comme plus ou moins à l'aise. C'est une belle manière de tester si l'eau est bonne, tu sais. Mais oui, 100%. Puis tu sais, je pense pas, j'étais pas en train de dire qu'il y a... Non, mais moi en tant que tel, c'est parfait parce que je suis content de te recevoir, je suis content de faire comme sans pression, fais juste aller sur un sujet. Puis même moi, de mon côté, ça me permet, je trouve qu'il y a une belle valeur aussi à ce que je prends aussi des conseils sur ce que tu m'apportes aussi par rapport à ça, parce que je me dis, hey, c'est le fun. C'est gentil. Ben non, mais c'est vrai, tu sais, au final, c'est le fun de pouvoir discuter avec des gens on est tous connectés des fois par des mêmes intérêts, des mêmes milieux, puis on dirait que plus qu'on vieillit ou qu'on avance dans nos business, plus qu'on est comme, wow, il y a des choses qui nous rejoignent toutes, puis on sent qu'on aide tout du monde à notre manière, en fonction, tu sais, il y a des gens qui vont te faire confiance. Pourquoi? Ben parce que t'es toi, parce que t'as une crédibilité que quelqu'un d'autre a pas, même s'il peut avoir certaines autres connaissances, là. Oui, puis en même temps, c'est ça, puis c'est authentique. Tu sais, je te dis, on a parlé de beaucoup de choses, mais c'est authentique à mon expertise, tu sais. J'aurais pu ne pas parler de tout ça, mais je pense que ceux qui vont écouter ça puis qui sont rendus là vont en bénéficier puis vont comprendre le message parce qu'ils sont rendus là, tu sais. Fait qu'au final, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Puis je pense que justement, comme tu dis, le fait d'avoir un podcast ou une plateforme que tu peux être authentique, on n'en a pas parlé là, dans tout ça. Là. Mais crime, on peut-tu parler de l'authenticité dans la création de contenu? Ben 100%. Honnêtement, moi, c'est de quelque chose que j'ai eu. Je pense que j'en ai parlé un peu au début, là. J'ai beaucoup de misère avec ça. Genre, j'essaie de me juger. Je me juge beaucoup parce que des fois, c'est un problème de confiance en soi, littéralement. Puis des fois, je me dis comme, aïe, j'essaie de comme vouloir bien faire les choses. Puis quand j'essaie de trop bien faire les choses, ça néglige d'autres choses. Tantôt, je t'ai parlé, je le sais même pas, j'espère que pendant... Non, t'es good. Bon, OK. Mais en tout cas, j'avais fait des podcasts, puis il y avait une mousse sur mon chandail. Puis j'étais comme, ça me gossait. Mais tu sais, le pire, c'est que ma petite voix dans ma tête avait envie de juste même pas le mettre le podcast à cause d'un détail technique. J'étais comme, mais au final, s'il y a une partie du message que j'ai mis, peu importe de quoi j'ai l'air, je dis pas qu'il faut comme négliger, c'est important. Je veux dire, j'ai la chance d'être né dans un milieu ou d'être dans une industrie que tu me connais. T'es comme, hey, je vais venir au podcast de Mick. Déjà là, je t'envoie le message, t'as pas besoin d'être habillé ultra chic pour être avec moi. Ça n'enlève pas une partie de mon professionnalisme. Est-ce que des fois, je me dis, ça peut filtrer certaines clientèles? Maybe. Mais comme ça peut aussi rendre familier certains autres clients qui vont se sentir vraiment à l'aise avec mon approche. Puis avec le temps, j'apprends à doser, faire comme, OK, tu vois, ça, je vais faire un peu plus attention. Dans tel contexte, je vais utiliser plus tel langage. Je parlais d'habillement vestimentaire. J'adore m'habiller un petit peu plus décontracté parce que ça me fait sentir moi-même. Puis je sens que je me mets pas de pression. Mais des fois, j'ai envie de me mettre un
veston, une chemise dans des contextes comme, OK, parce que je migre de plus en plus vers le gestionnaire et le producteur de mon entreprise et de moins en moins, je pense que tu me vois, là, si je réalise que là, je suis en train de déléguer certaines tâches qui me permettent de travailler beaucoup plus sur ma business et moins dedans. Dedans, dans les opérations. Oui, exactement. Puis j'essaie d'avoir un détachement que là, je veux de l'efficacité aussi dans mes choses. Puis j'apprends à accepter aussi, pour revenir à l'authenticité, à certaines imperfections, parce que je me dis, c'est pas parce qu'en tant que tel, notre but, c'est de faire de la production haut de gamme le plus possible, c'est qu'on essaie aussi de rendre notre contenu accessible pour des entreprises. Fait que notre contenu n'est pas toujours parfait, mais il est vrai. Puis c'est ça aussi qu'on va vendre à des clients. Puis on va tout le temps s'adapter, tu sais. Puis c'est tout le temps une question de contexte, right? Si je vais donner une conférence devant comme 500 personnes, je serai pas la Amélie dans le studio comme relax. Tu sais, je vais être blazer, pantalon chic, comme chemise ou quelque chose de vraiment plus sérieux. Pourquoi? Parce que je veux me faire prendre au sérieux si je parle devant 500 personnes, right? Mais je pense que c'est important d'avoir, tu sais, oui, de l'authenticité, mais du contexte. Comme, je pense que c'est possible d'être soi-même dans plusieurs versions de soi, là. Ah, c'est bon. Est-ce que tu penses que des fois, c'est juste une question d'être capable de lâcher prise au bon moment dans chaque situation? Oui, exact. Je pense que c'est ça, c'est à quel point le lâcher prise dans le bon contexte, parce que je pense que j'ai une version de moi authentique sur un stage devant 500 personnes. Puis j'ai une version de moi authentique dans un podcast devant toi puis les autres qui écoutent en ce moment. Mais c'est la même Amélie, c'est juste le niveau de comment je m'adapte est différent, mais essentiellement, je sens que je suis la version authentique de moi en ce moment, autant que je serais la version authentique de moi devant un stage de 500 personnes. C'est juste différentes versions de moi. Ben, comme je l'ai filé quand j'étais venu te filmer là, à Montréal, en tant que tel, moi, pour vrai, même moi, après coup, je suis juste comme, je suis difficile avec moi-même aussi parce que je suis comme, calique. Mais au final, ce que je ressentais, c'était par exemple vraiment une authenticité vraiment pure et dure de ta part parce que je suis comme, dans le fond, tu peux juste tellement t'amuser dans ton élément parce que de un, t'es à l'aise avec moi, puis juste comme, on niaise, puis genre, sors ton truc, tu sais, genre. Ouais. Je savais même pas que t'avais mis le bout là, avec l'oiseau, je pense. Oh my God! Non, mais tu sais, tout ça pour dire que comme, OK, wow, c'est le fun. Peut-être qu'à ce moment-là, tu peux te permettre de créer ce contenu-là parce que t'as comme la circonstance pour être cette personne-là, tu sais. Ouais, puis tu sais, je pense que, tu sais, je vais dire de façon bien franche, ça a l'air peut-être plus authentique parce que c'est peut-être plus dans mon quotidien. Genre, je suis plus relax, je suis pas nécessairement comme sérieuse, je suis pas... Non, mais on a préparé quelque chose. Même chose ici, là, on fait un podcast. Je pourrais pas dire des niaiseries. Ma cliente, elle me paye un certain montant de l'heure, je vais pas me mettre à dire des niaiseries pendant une heure, elle me paye, là, tu sais. Comme c'est correct, là, que je dise des niaiseries sur mon feed Instagram. C'est comme ton coach en ligne qui prend tes nouvelles de ton souper, t'es comme, OK, on rentre dans le sujet, là. Je paye, là, en ce moment. Ouais. Sinon, je m'aurais pris une psychologue, là. Ou juste, comme j'aurais parlé à un ami, là, mettons. Fait que je pense que c'est juste important de doser sur comme l'authenticité parce que je pense qu'il y en a qui peuvent être pris là-dedans. De dire comme, on n'est pas obligé de tout montrer non plus sur les médias sociaux, puis ça peut être authentique. Ouais. Puis, est-ce que tu penses, parce que tu sais, des fois, exemple, je pense à cet extrait-là, je me suis dit, si je m'écoute au complet, ça se peut, je suis comme, je devrais pas, pourquoi je l'ai dit de cette manière-là, quoi que ce soit. Mais avec un détachement, je suis comme, s'il y a quelque chose dans le ton qui peut juste toucher quelqu'un à ce moment-là, il faut que j'apprenne à avoir le détachement de faire comme, tu sais, tant que j'ai pas dit des trucs qui sont frustrants ou qui vont comme discriminer des personnes, que je suis comme, oh, ça c'était bien trop délicat, j'essaie de faire attention à des sujets, des fois qu'il faut que tu fasses attention de pas parler en général. Mais c'est d'avoir, tu sais, pour revenir, c'est ça, c'est un peu d'avoir ce détachement-là, d'adapter la situation, mais c'est pas évident dans le monde numérique que t'es comme, OK, il faut que je fasse du contenu de qualité, mais en même temps, il faut que je garde mon authenticité. Mais là, comment tu veux faire un contenu authentique qui est quand même un minimum stagé? Ouais, c'est sûr, c'est tricky, mais en même temps, je pense que ça se fait naturellement. Tu sais, faut pas l'overthink. Ben, en même temps, parce que je me rappelle, j'avais fait une capsule avec un client, puis j'étais comme, sois toi-même. Puis j'ai fait une erreur de dire, sois toi-même, parce qu'il se répétait trop. Là, j'étais comme, on va pas assez droit au but non plus. Ouais. Là, on n'a pas le choix de le préparer. Oui. Mais l'idée, c'est comme, OK, au pire, je vais essayer de te diriger un peu plus. Je te pose des questions parce que, genre, je veux que tu oublies la cam, puis comme, je veux que tu répondes à ma question parce que je veux que les gens embarquent vite dans le sujet. Mais même moi, j'écoutais, j'étais comme, il faut qu'on coupe parce que quand on est trop naturel, comme là, des fois, ça se peut qu'il y ait des mots qui se répètent ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave parce que c'est une formule longue que les gens écoutent en faisant d'autres choses. Mais un contenu rapide, tu veux que ça soit droit au but, etc. C'est ça. Fait que là, c'est là que je fais le parallèle en principe que comme, OK, il faut que ça soit authentique parce que tu veux juste que ça soit naturel. Mais ça dépend du contexte. OK.
Fait que, tu sais, l'authenticité a plusieurs définitions et versions de. Qu'est-ce qui serait pas authentique, c'est que je sois comme ça, assis sur ma chaise, puis que je ris pas pendant tout le long. Mais, tu sais... Non, mais je trouve ça... Ben, c'est bon, parle-moi-en un petit peu, parce qu'il y a plusieurs versions de l'authenticité, c'est vrai, parce que peut-être c'est mal interprété. L'authenticité, c'est comme... Ah, ben, si c'est pas... Il faut que ça soit prêt avec ton sel pendant que t'es sur le coin de ton divan. Ça, c'est authentique. Non, pas nécessairement. OK. Comme, oui, ça peut être authentique, mais toi, t'es-tu authentique? T'es-tu de la même manière authentique avec moi que tu l'es tout seul avec ta blonde? Chez toi? Non, sûrement pas. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ben, tu sais, comme effectivement, en ce moment, dans le contexte que comme on a stagé un scénario de podcast, le but, c'est d'apporter une valeur, parce que, tu sais, je veux dire, on veut pouvoir en retirer quelque chose qu'on est comme, OK, nice, c'est du bon contenu, mais on est nous-mêmes. Exact. Fait que je pense que là où est-ce que je pense qu'il peut y avoir de l'inauthenticité, c'est quand tu te sens pas bien. OK. Moi, je rapporte tout le temps ça à ton feeling. Si moi, je me sens pas bien en ce moment, puis que je sens que je suis pognée, je sens que je me limite de dire quelque chose dans ce contexte-ci, mettons, ou que je sens que c'est pas approprié, là, je pense que je suis inauthentique parce que je me bloque de dire des choses. C'est pas par choix. Exemple, si je décide de... je parle d'exemple de chiffres sur les médias sociaux, je partage pas les revenus de mon entreprise, puis je partage parfois celle de mes clients avec beaucoup de contexte, mais c'est pas nécessairement une pratique que je fais. Pour moi, c'est authentique pour moi. C'est transparent pour moi parce que je le fais à ma façon puis je me sens bien de le faire. Ce qui serait inauthentique, c'est de le forcer parce que je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Ou, au contraire, ce qui serait, mettons, inauthentique en ce moment, c'est que, je sais pas moi, je parle de façon comme... juste de mon entreprise, puis que je sois juste... Je me dis, il faut que je promouvoie mon entreprise en ce moment, il faut que je parle de mes services, il faut. Mais là, ça va avoir l'air inauthentique parce que là, on va se dire, voyons, comme ça n'a pas l'air fluide, ça n'a pas l'air naturel parce que moi, je suis pas en train d'être comme... là, dans le moment présent, je suis en train de me dire, il faut que je fasse ça, il faut que je parle de ça. C'est la petite ligne mince de faire si t'arrives puis que le contexte te permet de comme faire une plug parce qu'on est dans le sujet, tant mieux, ça vient de manière fluide. Je comprends. Puis ça a l'air authentique, tu comprends? Ben oui. Parce que le contexte est là. Fait que, mais je pense qu'il faut que tu sois socially aware. Il faut que tu saches c'est quoi le contexte. Là. Mettons que je suis sur un stage, je suis invitée sur un gros stage avec d'autres entreprises, un autre entrepreneur, puis que je me mets à juste parler de ma business, puis c'est une autre entreprise qui m'invite, ça fait pas de sens, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est bon, c'est d'être aware de tout ça, c'est de faire comme, OK, à quel moment que je peux être comme plus, pas agressif, mais comme en voulant dire, OK, là, je peux me permettre de comme être plus dans la vente directe, parce que là, j'ai quand même beaucoup dans ton contenu, exemple, t'éduques ou quoi que ce soit, mais là, tu veux que les gens prennent action parce qu'au final, tu sais que tu vas les aider. Là, c'est le temps de faire comme t'es dans une période, puis tu sais que c'est là qu'il faut qu'ils prennent action. C'est une manière quand même directe de vendre ton produit sans nécessairement le vendre, mais c'est fait de manière authentique. C'est pas fait de manière robotique ou c'est juste des pitches de vente que tu fais. J'ai l'impression que c'est un peu la manière que tu parles de socially aware, c'est d'être en mesure de doser à quel moment que comme tu plugues de quoi parce que au final des fois t'es comme OK nice, c'est une belle opportunité de plugger mon entreprise, mais tu veux pas prendre toute la place de quelque chose que comme qui fait pas de sens. Là. Mais en même temps, puis ça dépend tellement de contexte. Le même exemple de, mettons, ce stage-là, je suis devant 500 personnes, puis je dis à l'entrepreneur qui m'invite, « Hey, j'aimerais ça parler de ça dans mon speech, j'aimerais ça plugger ça, ça te convient-tu? » Ben c'est authentique de le faire parce que je me sens bien de le faire, puis je sens pas que c'est forcé ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, je suis sur ma communauté, je parle dans mes stories de genre mes services, mettons, puis je me dis, il faut que je fasse une vente cette semaine. Puis là, je me mets à faire des stories, mais c'est full forcé, c'est comme pas naturel. Puis je dis, bon, là, genre, je cherche une cliente, nanana. Là, ça a l'air forcé, puis ça a pas l'air authentique. Fait que je pense que c'est juste de comme être conscient de soi, l'authenticité, de où est-ce que tu te situes, puis de l'adapter au contexte. Je pense que c'est ma définition de dire, OK, genre, mettons que je suis authentique, je m'écoute en ce moment, j'ai envie de parler de ça. Est-ce que je l'adapte au contexte? Qu'est-ce qui ferait du sens dans ce contexte-ci? Si ça fait pas de sens, je suis comme, OK, c'est la version authentique de moi parce que dans ce contexte-là, ça s'applique pas. Puis je pense que moi, ça, c'est ma définition parce que je pense que le mot authenticité sur les médias sociaux, c'est tellement galvaudé. C'est comme s'il fallait qu'on partage toute sa vie, qu'on dise tout ce qu'on pense, qu'on
C'est comme si la définition du mot authenticité a été biaisée à travers plein de définitions. Puis indirectement, je pense, pour les gens qui le comprennent pas, c'est venu comme créer une écœurantite aussi auprès des gens. Parce que là, tu sais, ces exemples, on parle de qu'est-ce qui va pogner, exemple, pour la nouvelle année. Tu sais, je veux dire, on va dire, ben oui, c'est d'être plus authentique. Puis là, le monde va faire comme, ben oui, mais c'est quoi l'être? Comment je le fais? Fait que là, ben là, je vois du monde. Fait qu'il faut que je partage mon quotidien. Si la personne est comme pas à l'aise, il faut trouver un moyen de comme, faut qu'on partage ton quotidien parce que c'est important que les gens sachent. Parce que moi, personnellement, je vois ton entreprise, puis genre, ça m'attire. Faut qu'on mette ça de l'avant. Moi, ma job, c'était un peu là. C'est comme, t'es tellement flamboyant, faut qu'on mette ça de l'avant. Je ferais pas à une personne à faire un speech que je sens qu'il est pas à l'aise, mais faut qu'on trouve une manière de détourner pour mettre ça de l'avant parce que c'est ça qui le différencie. Exact. La seule chose qui différencie ta compétition, c'est toi-même. Exact. C'est la seule chose que personne ne va pouvoir répéter. Exact. Mais je trouve ça super intéressant ta vision de l'authenticité. Même moi, j'avais de la misère à le vulgariser, puis peut-être tu l'as vraiment bien, illustré. C'est tellement plein de subtilités, puis je pense que les nuances sont sont très importantes, puis c'est pas genre, voici une façon d'être authentique. C'est comme, il y a plein de façons d'être authentique. Toi, tu as ta version d'être authentique. Moi, j'ai ma version d'être authentique. Puis comme, je pense que c'est d'être très self-aware, d'être très conscient de soi. Fait que un des gros travails, ces médias sociaux, c'est de faire du travail sur toi, selon moi. C'est vrai. Parce que si tu te mets de l'avant devant les gens, puis que tu veux te mettre de l'avant, qu'est-ce que tu mets de l'avant? Faut que tu saches quoi mettre de l'avant, mais pour savoir quoi mettre de l'avant, faut que tu te connaisses. Faut que tu saches c'est quoi tes forces, faut que tu saches c'est quoi qui te rend unique, faut que tu saches c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce que tu veux dire, en quoi tu crois, c'est quoi tes convictions. Mais c'est beaucoup de travail de développement personnel, là. C'est vrai. Puis quand tu viens de le dire, c'est que si tu n'as pas commencé à faire ce travail-là en amont dès le départ, ça va être dur de trouver une stratégie qui est efficace. Même voir, tu n'auras pas de résultat parce que tu ne seras même pas conscient de où est-ce que tu t'en vas. Non, puis tu vas vouloir copier les autres parce que tu ne seras pas original, créatif. Puis effectivement. C'est là que tu commences à voir des choses qui se ressemblent tout le temps. J'ai rien à dire. Je veux dire, je suis 100% d'accord. Exact. Je suis 100% d'accord. Puis tu penses-tu que n'importe quel même business qui offre un service, qui a plus une équipe, doit quand même toujours... Est-ce que le côté humain derrière une entreprise est toujours important de mettre de l'avant? Tout le temps. Je pense que c'est... Tout le temps. Moi, la réponse est simple. Tout le temps. Puis l'entrepreneur, le founder, celui qui dirige, même s'il y a rien à voir dans le marketing, il faut qu'il soit impliqué dans le marketing parce que c'est lui qui comprend le mieux la business. C'est lui qui comprend le mieux la clientèle, puis c'est lui qui a la plus grosse vision de la business. Donc, à chaque fois que les entrepreneurs se distancent du marketing, ça va mal. C'est vrai. C'est vrai, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de business que c'est quand on dirait qu'ils ont des périodes plus creuses, peu importe, qu'ils veulent couper automatiquement, on dirait, là-dedans parce qu'ils considèrent des fois que c'est un superflu ou ils ont peur parce qu'ils sont comme, tu sais, c'est normal, là, une entreprise met une pièce, il va en retirer 2, 3, 4, 5, peu importe. C'est tout le temps le risque, puis il y a beaucoup d'entreprises qui sont moins connectées en ligne qui vont couper automatiquement là-dessus, puis on voit beaucoup de gens faire comme c'est une des pires erreurs que tu peux faire, couper dans ton marketing parce que c'est ça qui va pouvoir convertir des prospects dans des prospects. Déconnecter carrément. Tu sais, il y en a qui vont... Là, on parle de couper, tu comprendront plus leurs besoins. Comment tu vas être en mesure d'offrir un bon produit de qualité si tu n'es même plus en mesure de comprendre ta clientèle? Oui, exact. C'est comme, mettons, toi, tu te mets à faire des vidéos, mais tu parles pas au CEO qui toi, mettons que tu fais la stratégie marketing puis tu dis à un founder qui fait des vidéos, que tu veux faire des vidéos pour lui puis du contenu pour lui, OK, ben je vais faire du contenu, toi, tu es devant la caméra, mais que tu n'as aucune information, comment tu vas faire la stratégie? Comment tu vas savoir quel contenu créer? Ben, en fait, je vais être super honnête avec toi. Même moi, je sentais une propre déconnexion de mon propre service. Ah ouais, hein? Ouais. Sais-tu pourquoi? Je t'ai dit ça de manière... Non, mais dans le sens que j'ai fait comme... Il y a un certain temps, j'ai fait comme... Pas que tu sais pas où est-ce que tu t'enlignes, mais t'es comme... Je suis capable d'offrir un bon service ou quoi que ce soit, mais je sentais tellement un besoin que le monde apprécie ma manière de travailler, apprécie mon approche, apprécie mon résultat, mais il y a comme de quoi qui était pas comblé. C'est le principe de se faire épauler de ma part avec une vraie stratégie. Parce qu'en tant que tel, si je connais même pas leur propre stratégie, c'est même dur pour moi, parce qu'après ça, je fais comme, OK, on essaye des affaires, puis on s'enligne partout. Fait qu'au final, je crée du contenu avec aucune base solide. Ouais. Puis après ça, c'est de valeur parce qu'on dirait que j'aiderai pas le client au final. Oui, je vais augmenter la qualité de son contenu, mais est-ce que je vais augmenter la qualité? Tu sais, mon but, c'est qu'il y ait un retour sur investissement. Puis je dis pas de manière péjorative, là, en voulant dire j'ai douté de mon propre service, c'est juste que j'ai fait... Parce que je m'en suis jamais caché, j'ai peut-être ultra transparent, j'ai jamais offert nécessairement de prétendu que je te fais tout du clé en main. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai fait
j'ai pas le choix de migrer vers ça parce que c'est un énorme besoin. Mais c'est intéressant. C'est rendu une responsabilité de ma part de faire comme je peux vraiment les aider là-dessus. Ouais. Fait que là, je me suis mis un petit peu plus à m'intéresser au marketing. Puis moi-même, le fait de moi-même créer du contenu, je peux moi tester aussi, voir est-ce que ce que je dis va toucher puis résonner avec ma clientèle. J'étais en mesure aussi de, si ça marche pour moi, j'étais en mesure de, on peut l'adapter aussi pour leur clientèle. Mais en tout cas, je trouve ça le fun, mais ça m'a fait beaucoup douter. Puis après ça, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette partie-là, tout s'est mis à s'éclairer un peu plus. Au début, tu te concentres sur définitivement la quantité parce que t'es pas bon. Fait qu'il faut que tu testes des affaires, faut que tu testes. Tu te concentres pas sur faire un post parfait. Là. Pourquoi? Parce que ben, tu as besoin de te pratiquer pour voir qu'est-ce qui marche. Après ça, tu es comme, OK, tu sais qu'est-ce qui marche. Fait que là, tu focuses sur qu'est-ce qui marche. Fait que là, tu focuses un peu plus sur la qualité parce que tu as créé une certaine cadence. Fait que tu atteins tes objectifs de vue puis de trafic sur le site web, mais tu te peaufines, fait que tu atteins des meilleurs objectifs d'engagement puis de conversion. Oui, parce que ton but, c'est d'être rapide tout en étant efficace dans ton contenu. Mais là, une fois que tu as atteint ce plateau-là, que tu as plus d'engagement, plus de conversion puis de trafic sur ton site, oui, là, tu as focusé sur la qualité, mais là, il faut que tu fasses plus de volume dans la qualité. Fait que tu maintiens la qualité, mais tu en fais juste plus. Fait que ça demande un autre niveau de temps puis d'excellence. Mais tu sais, c'est pas vrai que tu as à choisir entre la quantité puis la qualité. Ultimement, tu veux les deux. Mais, très intéressant. Mais il faut que tu développes la base. Après ça, tu développes la qualité. Après ça, tu essaies de maintenir la qualité avec le volume. Puis quand tu es très, 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 très bon, les meilleurs maîtrisent la qualité et le volume. Ils font une vidéo par jour, puis elle a 1 million de vues par jour. Wow. Mais c'est ceux qui sont excellents, c'est ça. Mais quand on parle de l'art de la création de contenu, tu as les top 1% puis les 1%, les gens qui excellent là-dedans, c'est ça qu'ils réussissent à faire. Fait que c'est ça qu'on veut faire comme créateur éventuellement, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Fait qu'il faut juste que tu saches t'es rendu où. Puis des fois, il faut que tu scale back. Des fois, c'est comme, OK, ben là, j'ai vraiment focusé tellement sur la qualité que j'ai plus de reach. Genre, j'en fais pas assez. Absolument. Fait que là, il faut que tu scale back sur le volume. Fait que là, tu refais plus de volume. Là, tu refocuses sur la qualité. Puis, il faut que tu moves back and forth sur c'est quoi ton focus, mais tu peux pas faire les deux en même temps. Fait que si ton but, c'est de focuser sur le volume puis d'être, tu sais, comme toi, tu dis, je pratique sur ma constance en ce moment. Ben, le but, c'est d'en mettre le maximum out there possible pour tester des affaires puis t'améliorer. Mais là, t'es pas en train d'essayer de faire la shot parfaite ou le contenu parfait qui va avoir Non, c'est juste de développer la constance. Fait qu'il faut que tu saches t'es rendu où. Mais j'ai trouvé un sweet spot. Je suis en mesure d'offrir une belle qualité qui a un standard. Ouais. T'en avais parlé justement dans une vidéo quand on était allé se promener. T'es comme. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est vrai, tu sais, je pense mon exemple est bon en considérant qu'effectivement, l'idée, c'est pas juste de dire comme non, c'est pas quantité ou qualité. C'est plus de savoir aussi où est-ce que tu focuses. Si effectivement, exemple comme moi, j'ai développé des skills techniques. Fait que là, je suis comme, OK, il faut que je mise sur la constance et la quantité. Fait que là, il faut que je sache où couper des coins ronds ou juste accepter des fois certaines imperfections parce que je suis comme, la qualité du message est beaucoup plus importante dans ce type de contenu, contenant-là. En tout cas. Puis moi, je suis rendue à la qualité. Là. En ce moment, je produis de façon constante depuis plusieurs années. Puis là, les algorithmes ont beaucoup changé. Fait que là, moi, mon focus, c'est qualité. Si le post ne performe pas, on l'archive, on recommence. Puis on se demande pourquoi que ça n'a pas marché. Tu as parlé d'un carrousel, je pense, aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. Puis il y a un carrousel, on teste des carousels. Genre, j'ai pas réussi à avoir en tout cas, j'ai pas de succès avec les carousels en ce moment, je n'ai pas testé non plus. Fait que je me dis, bon, je vais tester ça, mais je vais faire juste une fois par semaine un carrousel, puis je vais voir qu'est-ce qui marche. Mais le premier carrousel que j'ai fait, c'était un flop, là. On avait eu 300 vues, 9 likes. D'habitude, j'ai genre minimum 3000 vues, là, sur mes posts. Fait que ça marchait clairement pas, mon affaire. Fait que je l'ai reposté, puis j'ai appris de ça. Mais moi, je focus. Ça donne-tu un coup sur l'orgueil au début? Non. Ben, en fait, quand t'as la philosophie que moi, j'ai dit à mon équipe, ça me dérange pas d'archiver des posts, mais je veux qu'on le refasse puis qu'on comprenne qu'est-ce qui a pas bien marché. Fait que si on le voit comme genre des apprentissages, ben c'est un test and try, là. C'est comme, bon, on réessaye jusqu'à temps que ça marche. Fait que non, ça fait pas mal sur l'ego,
Mais j'en parle parce que, tu sais, au final, je pense quand il y a des gens qui veulent commencer à créer du contenu, il y a cette espèce d'affaire-là. Si ça marche pas, là, tu sais, je t'ai dit, ça fait mal à ton orgueil, mais en réalité, il y en a quand ils n'ont pas cette confiance-là, puis d'accepter ces choses-là, puis de comprendre que c'est un algorithme aussi à travers ça. C'est important d'en être conscient aussi, de faire comme, hey, il y a plusieurs facteurs à ces résultats-là qui fonctionnent ou qui ne performent pas. Ouais, puis tu sais, pour vrai, ce qui ferait mal à mon ego, c'est de pas savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas, là. Fait que là, si je le laisse là, puis que je suis juste comme, OK, je le laisse là, ben j'ai pas appris, tu sais, je veux dire, c'est pas bon, mais je sais pas pourquoi, puis je sais pas comment l'améliorer. Fait que là, je serais genre juste, je suis pas bonne, tu sais, je comprends pas. Mais si je comprends pourquoi que ça a pas marché, puis si je suis comme, OK, ça fait du sens que ça n'a pas marché. Je parlais directement à des gens. Je n'étais pas dans mon expérience personnelle. C'était pas un partage personnel. C'était juste, voici un contenu éducatif que je te shoot d'en face. Puis tu n'as pas demandé mon conseil ou tu n'as pas demandé mon aide. Je t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé, puis tu me dis c'est quoi que j'ai besoin dans ma business. Je comprends que ça n'a pas atterri de la bonne façon à mon audience. Puis j'étais comme, OK, let's change that. Je vais parler de mon expérience personnelle puis de qu'est-ce que moi je vais apprendre. Puis je sais que ça va inspirer des gens puis ça va rendre le contenu plus accessible. Et aussi, en même temps, ce que ça va me permettre de faire, c'est éduquer à travers ce contenu-là sur qu'est-ce que j'ai appris à travers ça. Fait au final, tu sais, je pense que ce qui peut, moi, m'affecter dans mon cheminement personnel, c'est quand j'ai pas la réponse. Je suis genre, mais voyons, ça a pas marché. Pourquoi ça a pas marché? T'aimes analyser puis comprendre. Fait que tu t'es dit, tu parles de step back, des fois, c'est plus de faire comme, OK, il y a de quoi que tu sens que tu n'as pas maîtrisé puis tu veux juste prendre la peine d'avoir un... Mais je comprends, des fois, je me sens souvent comme ça, mais de plus en plus aussi, c'est qu'à un moment donné, t'es comme... Tu veux comprendre parce que ça joue après ça sur ta confiance, puis au final, ça joue sur le professionnel aussi que t'es. C'est que sinon, ça paraît quand quelqu'un maîtrise pas à 100% son sujet, où t'es comme... Ah, il improvise un peu. Puis ça, c'est dur parce qu'au final, des fois, tu as besoin aussi des fois de juste apporter parce que la personne, tu es quand même des fois mieux placé que l'autre pour l'épauler. Mais tu le sens quand tu es moins à l'aise parce que tu en parles de manière moins directe. Fait que peut-être que tu t'es dit comme, OK, je retire ça parce que je vais recommencer à en faire quand que je sens que je maîtrise un peu plus le sujet. Oui, 100%. Puis je pense que tu peux juste avoir confiance dans les choses que, comme tu dis, que tu maîtrises. Fait que si quelqu'un me dit « Hey, qu'est-ce qui marche sur TikTok en ce moment? » I have no clue. Genre, je suis pas sur TikTok, je le pratique pas. Je peux pas dire que c'est quelque chose que j'aide pas mes clientes avec. Oui, mais comme je me qualifie zéro d'une experte TikTok, je pense pas que c'est nécessaire d'avoir un compte TikTok, mais en même temps, j'ai des clientes qui performent super bien sur TikTok. Fait que tout ça pour dire que tu es confiant quand tu sais que ça marche, puis que tu sais pourquoi que ça marche, puis que tu sais quoi faire pour que ça marche. Fait que question d'ego, je pense que ceux qui s'arrêtent avec les médias sociaux, c'est qu'ils prennent pas le temps de se demander pourquoi ça marche pas. Puis ils s'arrêtent pas sur c'est peut-être de ma faute ou il y a peut-être quelque chose que j'ai pas bien formulé ou comment je peux le faire mieux. Puis je pense qu'il faut avoir cette mentalité-là quand on commence sur les médias sociaux de genre tout le monde peut réussir. Fait que si tout le monde peut, toi aussi tu peux. Puis tu peux figure it out. Puis d'avoir cette mentalité-là d'apprentissage, d'élève, dans le fond, plutôt que ben je dois le mettre puis ça doit marcher, ça doit être comme à l'école, ben tu commences à grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'es pas supposé de savoir faire de l'algèbre en deuxième année, là. Non. Fait que c'est juste de dire, OK, ben parfait, on va suivre le processus puis j'ai des choses à apprendre. Fait que quand t'as cette mentalité-là, ben je pense que tu peux pas échouer, là. Non, absolument. Puis tu sais, c'est de... Tu sais, je vais finir sur cette note-là, là. Tu sais, il y a des étapes, puis au final, des fois, c'est une petite tape dans le dos. Tu sais, je veux dire, quand tu vois une montagne, je veux dire, juste en tant qu'entrepreneur, quand tu réalises la montagne, des fois, de tâches que tu as à faire dans une journée, moi, c'est un de mes gros problèmes. C'est quand tu es comme, hey, isole une tâche, puis commence à la finir. Des fois, tu as bien plus d'accomplissements de faire, puis tu te sens plus léger quand tu es comme, hey, j'ai commencé une petite tâche, puis c'est. Je l'ai faite. On dirait que tout devient plus léger parce que tu vois pas juste le tableau comme un ensemble d'une pile de choses à faire, mais tu es comme, hey, c'est déjà un livre de 10 sur moins de fait. Hey, c'est déjà 2, c'est déjà 3, tu sais. Puis, je trouve ça le fun, tu te dis, hey, exemple, tu sais, je suis pas une experte sur TikTok. Pas besoin d'être sur TikTok. Puis j'ai une question par rapport à ça, OK? C'est qu'exemple, OK, nice, j'ai un nouveau client, on le place en ligne. Il y en a qui vont arriver une mentalité de dire, ben plus que tu es présent partout, plus que tu peux quand même essayer, voir ce qui performe le mieux. Est-ce que tu es d'accord, exemple, qu'une personne qui veut essayer sa stratégie, qu'elle essaye d'être partout ou qu'elle se concentre sur un canal? C'est une très bonne question. Ma première question que je poserais à ces entreprises-là, c'est quoi les ressources disponibles? Qu'est-ce que tu veux dire? Temps, argent, ressources humaines. OK.
Parce qu'au final, si tu as les ressources, si tu as 1 million pour ton marketing, essaye-les toutes. Tu vas pouvoir analyser chaque donnée. Tu vas apprendre tellement plus vite, puis tu vas pouvoir tirer des conclusions bien plus rapidement. Mais si tu as un budget vraiment limité, tu commences avec un canal puis tu le maîtrises. Puis tu deviens obsédé à devenir le meilleur. Pourquoi? Parce que on a parlé de dilution d'attention tantôt. Ouais. Ben là, si tu dilues ton attention sur 10 plateformes différentes, on va dire 3, puis que faut que tu deviennes bon sur TikTok, bon sur Facebook, bon sur Instagram, puis les 3 plateformes, ils ont un algorithme différent, puis il faut que tu produises le même volume pour tirer des conclusions, puis que tu as juste une personne pour faire le marketing, puis que tu fais presque tout toi-même, oublie ça, là, tu t'en sors pas. C'est intéressant parce non, mais j'aime ton approche, j'aime ta vision des choses parce qu'au final, on va dire, OK, cool, exemple, je publie partout, j'ai plus de chances de reach peut-être puis d'analyser, mais toi, tu le vois différemment. T'es comme, non, même si oui, tu pourrais aller miser ailleurs, si tu te concentres pas quelque part, c'est dur de comprendre cette plateforme-là à 100%. Oui, puis de la maîtriser puis de vraiment, tu sais, dire tout ce que j'ai tiré comme conclusion par rapport à mon post Instagram. J'aurais pas pu avoir ce niveau d'analyse-là puis d'amélioration si j'avais aussi eu à poster sur TikTok cette journée-là et sur Facebook et sur YouTube puis de me concentrer sur plein de plateformes. Je suis pas en train de dire que tu peux pas avoir plein de plateformes, mais d'avoir un focus. Tu sais, exemple que tu dis, je poste sur TikTok juste pour poster sur TikTok. Comme, fine, mais t'es pas comme focusser là-dessus. Est-ce que tu penses qu'une entreprise peut le faire pareil? Tu sais, exemple, oui, 100%. Fais-le, sauf au pire, concentre pas tes recherches d'analyse sur ça. Encore une fois, ça dépend de ton budget. Comme je t'ai dit, si tu as un budget marketing qui te permet de faire toutes ces plateformes-là, puis que tu as une équipe marketing, mettons que tu es établi comme entreprise, puis que tu dis, là, on s'en va ces médias sociaux. Bien là, tu as un full stack team d'un directeur marketing, d'un gestionnaire médias sociaux, d'une vidéo ou d'un community manager qui gère ça full time. Ben oui, va sur toutes les plateformes, teste-le au maximum, fais du volume, puis let's go. En même temps, un stratège marketing ou un expert en communication, des fois, il peut avoir une expertise dans un canal. Ça veut pas forcément dire qu'il connaît toutes les plateformes non plus. Ben, tu sais, quand on parle d'un gros budget marketing, cet expert-là est supposé d'avoir quand même une bonne compréhension des différentes plateformes. Ouais, générale et spécifique. Comme exemple, moi de base, je suis comme, OK, parfait. Exemple, si on y va, je suis capable de déterminer un peu l'avatar, exemple, de Facebook versus Instagram, versus LinkedIn, versus TikTok. T'sais, on est capable de déterminer, OK, ben c'est plus des gens de tel âge à peu près, le genre de langage qui est adapté. Je veux dire, on rentrera pas là-dedans, mais généralement, quand tu as une belle base en marketing, tu es capable de le voir, mais un expert va être en mesure d'un petit peu plus creuser dans chaque donnée, puis d'être en mesure, il y a plus de subtilité encore dans cette plateforme-là. On n'oubliera pas, ces plateformes-là aussi, veulent pas, des fois, se font compétition, leur but, c'est de s'arranger que les gens soient sur leur plateforme. Oui, exact. Fait que c'est pas parce que tu publies un reel que forcément, c'est tout l'algorithme va nourrir tout le même genre d'affaires. Non, exact. C'est pour ça que je dis que le focus est important. Moins que tu as de ressources, plus que tu dois être focus. Comme ça, tu peux concentrer toutes tes recherches sur cette plateforme-là. Parce qu'elle évolue aussi, cette plateforme-là. Puis elle change. Fait que là, si toi, tu es en train de focuser sur 10 canaux, puis que tu as une stratégie que tu as faite au début de l'année, puis là, tu es comme juste en train d'essayer de produire du contenu, tu n'es pas en train d'essayer de t'améliorer dans une plateforme, puis essayer de te faire connaître sur cette plateforme-là. Fait qu'on va prendre comme exemple, mettons que tu focuses sur Instagram. Ça veut pas dire que tu peux pas repost ce que tu fais de Instagram sur YouTube puis sur TikTok, mais attends-toi pas à ce que ça performe. Je comprends. Fait que l'idée, c'est plus de se garder un focus sur une que tu es comme je vise celle-là, puis au final, tant qu'elle. Tu sais, l'idée, c'est plus de faire comme c'est pas parce que tu publies ailleurs, forcément que c'est gaspillé parce que tu répètes un message ailleurs. C'est plus de dire comme est-ce que tu veux te concentrer sur tout. Mais je trouve ça intéressant parce que tu sais, c'est quand même une question que beaucoup de gens se posent. Où est-ce que je me place, à quel moment? Puis j'ai l'impression qu'on voit beaucoup les médias sociaux comme juste une plateforme pour publier du contenu puis espérer que ça marche. Non, il y a un plan d'affaires, cette plateforme-là. Puis il y en a qui disent comme c'est de la chance, whatever. C'est pas de la chance, là. Non. Si tu poses pas par coup de chance, là, c'est pas de la chance. Puis c'est pas comme quelque chose qu'il faut que tu prennes à la légère. Tout ce qu'on en vient d'en parler, qu'on a quoi? 2 heures? On n'a même pas gratté la surface, là. Fait que attends-toi pas à ce que ça soit de la chance, là. Non.
C'est un Puis je pense, récemment, j'ai vu un de tes posts partir, tu parles de publicité payante versus parce que, tu sais, ça, c'est une affaire, c'est juste du contenu organique. Tu peux pas non plus juste espérer avoir une stratégie qu'avec ça. Il y a des moments que tu vas devoir payer. C'est pas parce que tu payes pour du contenu organique, t'es comme nice, c'est réglé. Non. Je vais avoir des clients. Non, il va falloir que tu te dépenses pour en retirer. Pas obligé. Puis moi, ma vision avec ça, c'est que je pense que les deux sont pertinents à un certain stade de ta business. Fait que quand tu as avec un certain type de contenu, j'imagine. Oui. Puis c'est différent la stratégie ads que la stratégie organique. On parle pas de la même chose. OK. Fait on n'a pas parlé de publicité aujourd'hui, mais mettons qu'on en reparlera une autre fois. Ouais. C'est ça pour une autre podcast, mais ça prend, selon moi, les deux quand tu es rendu à un certain point dans ta business parce que ce que tu veux bâtir avec le contenu organique, c'est du goodwill. C'est un brand. C'est que les gens te reconnaissent par rapport à ton expertise, qui disent « Ah, je veux inviter cette personne-là sur le podcast » ou « Ah, on reconnaît cette personne-là pour telle chose. On aime cette personne-là. Elle nous donne la valeur. » Bon. Tu veux pas passer ton temps à vendre sur cette plateforme-là. Ben non. Pourquoi? Parce que tu vas brûler ton audience. Ouais. Puis ceux qui sont pas là pour acheter vont se désabonner. Mais on veut pas ça. On veut bâtir un brand. On veut bâtir une réputation. On veut bâtir quelque chose qui va durer toute la vie. Puis si tu veux être constant anyway sur tes médias sociaux, faut pas que tu essaies de forcer des stratégies. Il faut qu'ils viennent aussi, j'imagine, de manière... Ben, c'est que là, mettons que je parle juste de vente, les publicités, ça sert à ça. Ça sert à vendre. Ouais. Fait que ça sert à ce qu'on qualifie le trafic le plus qualifié et qu'on les recible avec de la publicité. Fait que, tu sais, on donnait notre exemple tantôt, là, quand tu es conscient de ton problème puis que tu sais que tu as un problème, ben, eux, là, ces gens-là, on sait qu'on peut les identifier en fonction de leur action sur tes médias sociaux ou les actions qu'ils ont prises sur ton site web. Fait que les gens qui vont voir ma page de vente, moi, j'y recible tout le temps, là. Prends action, prends action, prends action, prends action. Mais c'est pas moi qui fais ça, c'est les pubs qui font ça. Fait que c'est d'être capable de voir que les deux sont utiles à un moment donné. Puis les plus grandes entreprises se servent des deux. Puis stratégiquement, en fonction de ton budget puis en fonction de tes objectifs, il y a une utilité aux deux, en fait, l'organique et le paid. Mais j'aime ça, tu parles de pas brûler ton audience. C'est un peu une manière parce qu'au final, tu veux pas non plus juste que ton profil Instagram ou ton réseau que tu utilises soit non plus juste une page qui fait juste essayer de te pousser une vente dans la gorge, tu sais. Exact. Ouais, c'est comme un mix. Hey, écoute, Amé, je pense que merci beaucoup parce que je le sais qu'on... ben, en fait, on n'a pas fait le tour, mais je te remercie pour ta visite. Pour vrai, j'ai trouvé ça enrichissant comme conversation. C'est vraiment le fun. Je veux dire, ça paraît que tu connais ton sujet aussi. Je trouve ça le fun aussi parce que malgré que je sais c'est qui ta clientèle cible puis qu'en tant que tel, je suis comme OK, taxe, ben je veux dire, tu as un propos vraiment intéressant que je trouve extrêmement intéressant aussi. Puis je veux dire, j'espère que le monde peut aussi voir une valeur à travers ça. Puis que comme, si on a l'occasion, peut-être qu'on pourra refaire du contenu à un moment donné. J'espère que tu as aimé. Puis comment moi, j'ai adoré. T'as-tu aimé ça? Ouais, j'aime vraiment ton setup. Je trouve ça vraiment nice. Puis non, j'ai aimé ça, parler de ça. C'était une très belle et longue conversation qui, my God, je pensais pas venir parler autant de marketing aujourd'hui. Mais je trouve ça full intéressant, comme que tu aies aussi cet aspect-là de tout le côté derrière la caméra, que tu aies aussi la perspective des clients qui ont de la misère à créer leur contenu sur les médias sociaux. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont relate avec ce podcast-là parce que je pense que c'est un enjeu de tous les entrepreneurs. Comme je pense que les gens commencent à être de plus en plus conscients qu'ils doivent être présents aussi, puis ils savent pas où se garrocher, là. Je veux dire, même si, exemple, même nous autres, on peut avoir une expérience, on doit tout le temps s'adapter, puis on doit tout le temps se réinventer, là. Il y a des boîtes, nous autres, de production qui, je veux dire, malheureusement, je veux dire, sont bons, puis je veux dire, ils ont de la misère à suivre la cadence, puis on le voit, les impacts que ça peut avoir, tu sais. C'est sûr. Mais en tout cas, merci pour vrai. Merci à toi pour ton invitation. Ben là, avec plaisir. Fait que au plaisir de se revoir. Puis bye tout le monde. Puis bonne fin de journée.